L'accusation adressée à Trotsky d'avoir collaboré avec les nazis, mais aussi avec le Japon militariste, impérialiste de l'époque, elle remonte comme vous le savez peut-être, au procès de Moscou, ce qu'on a appelé les procès de Moscou, surtout en Occident. Plus précisément au second procès, celui de janvier 1937, dans la deuxième semaine de janvier, où les deux principaux accusés étaient Yuri Piatakov, qui était le vice-commissaire à l'industrie lourde, le vice-commissaire politique, on pourrait dire vice-ministre si vous voulez. Son ministre c'était Ordzhonikidze. Et l'autre principal accusé, c'était Karl Radek, qu'on peut qualifier d'important journaliste, spécialiste renommé des questions internationales. Vu ses anciennes fonctions dans le domaine international, c'était une voix très écoutée. À ce procès ont été évoqués également des actes de sabotage, merci infiniment, des actes de sabotage dans l'industrie. Et 15 autres personnes étaient sur le banc des accusés. Pour mémoire, le premier procès date d'août 1936. Trotsky avait été aussi impliqué, là aussi par contumace, puisque comme vous le savez, il était en exil à ce moment-là, dans des accusations de terreur individuelle. Alors le terme terreur en russe veut dire assassinat. Pour ça, souvent, il y a une confusion, parce que tout le monde se traite de terroriste. Le terme terreur n'a pas la même signification que dans nos langues plus occidentales. Donc d'accusations d'assassinat notamment sur la personne, comme vous le savez, de Sergueï Kirov, le 1er décembre 1934, en lien avec les Zinovievistes. Alors les deux principaux accusés, là, sont pas Piatakov et Radek. Au premier procès de Moscou, ce sont Zinoviev et Kamenev, et on appelle ça aussi le procès donc, des 16. Ils étaient 16 en tout. Juste après ce second procès, donc janvier 1937, donc en février et mars 1937, il y a un plénum du comité central du VKPB, c'est le nom du Parti communiste, c'est pas PCUS, ça arrivera plus tard, là ça s'appelle VKPB, et Staline dit qu'on avait évidemment manqué de vigilance, mais néanmoins qu'il ne fallait pas tout confondre, qu'il ne fallait pas s'égarer dans une répression aveugle. Et notamment, je cite son discours de clôture, parce que les termes sont controversés, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il déclenche les grandes purges à ce moment-là. Et en fait, son message de clôture montre plutôt une volonté d'atténuer les choses. Je cite Staline. Donc, comment réaliser dans la pratique la tâche de frapper et d'extirper les agents germano-japonais du trotskisme? Cela signifie-t-il que nous devrions frapper et extirper non seulement les vrais trotskistes, mais aussi ceux qui ont vacillé à un moment donné vers le trotskisme, puis se sont éloignés du trotskisme il y a longtemps? Non seulement ceux qui sont vraiment des agents trotskistes pour le sabotage, mais aussi ceux qui sont passés une fois par hasard dans une rue où un trotskiste ou un autre était passé. En tout cas, de tels avis ont été entendus ici au plénum. Pouvons-nous considérer qu'une telle interprétation de la résolution est correcte? Non, nous ne pouvons pas la considérer comme correcte. Donc simplement pour vous montrer un petit peu l'ambiance, on n'est pas du tout dans la période qu'on va appeler la Yezhovshchina ou les purges. Elles avaient clairement pas commencé à ce moment-là. Elles commenceront en fait en juillet 1937. Au second procès, donc c'est important de savoir ça, au second procès Piatakov et Radek, nous ne sommes pas dans une période de purge. Alors, entre le second procès donc, et les purges, commencées en juillet 1937 et qui se termineront en novembre 1938, qu'est-ce qui s'est passé? Du 3 au 7 mai 1937, c'est l'insurrection de Barcelone, en pleine guerre d'Espagne. Formellement, pour l'URSS, la Seconde Guerre mondiale commence avec la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne commence en fait par le coup d'État fasciste au Maroc, et puis après ça s'étend à l'Espagne, le 17 juillet 1936. Donc le soulèvement des journées de mai à Barcelone a été une tentative de prise de pouvoir anarcho-trotskiste en Catalogne, dans les arrières, et contre la légitimité du gouvernement républicain espagnol, soutenu à l'époque, comme vous le savez, par l'Union soviétique. Le 5 mai, les insurgés avaient même proclamé un gouvernement provisoire. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Les soviétiques, à l'époque, sont persuadés que les nazis et les franquistes pilotent ce qu'ils considèrent comme une provocation policière. Pour eux, le POUM, Parti ouvrier d'unification marxiste impliqué dans ces événements, proche de Trotsky, même s'il n'est pas déclaré officiellement trotskiste, vous comprenez d'ailleurs pourquoi, vu qu'il y a eu ces procès précédemment, et pour eux, complice des nazis. C'est ce qu'a confirmé, après la chute de l'URSS, un agent du NKVD qui s'appelait Pavel Soudoplatov. Alors, Soudoplatov était responsable, entre autres, de l'élimination de nationalistes ukrainiens, mais aussi de l'opération Outka.
Alors, Utka, ça veut dire canard en russe, mais c'est l'acronyme de quelque chose de peut-être un peu moins champêtre. Ça veut dire, en russe, c'est l'acronyme de Ustranение Trotskого, ça veut dire la liquidation de Trotsky. Donc, c'est lui qui avait concrètement recruté Ramon Mercader. Donc, Soudoplatov, à la fin de sa vie, dans les années 90, était devenu très, très amer. Il avait fait 15 ans de prison sous Khrouchtchev, car ancien adjoint de Beria, hein, forcément. Bon, je dis Khrouchtchev en français, il faut prononcer Khrouchtchev, mais pour les intimes, je ne suis pas un intime de ce monsieur. Donc, néanmoins, cette amertume de Soudoplatov ne le poussait tout de même pas au point de valider les thèses trotskistes et sur les agissements des trotskistes, notamment pendant la guerre d'Espagne et l'insurrection de Barcelone. Il restait absolument formel en disant que au NKVD, ils étaient informés par Harro Schulze-Boysen. Je ne sais pas si vous connaissez, pour moi c'est un magnifique héros, hein, c'est un membre de l'Orchestre Rouge. Ils étaient informés par Harro Schulze-Boysen de la collusion entre les trotskistes et les nazis. Cette information, donc, le fait que Harro Schulze-Boysen ait révélé cette collusion aux soviétiques, a été donc découvert par les nazis et noté dans le jugement rendu par le tribunal nazi avant exécution donc, de Schulze-Boysen et de son épouse Libertas. C'était fin décembre 1942. C'est ce que dit Soudoplatov. Il dit que c'est dans son jugement, c'est à son procès. Non seulement nous étions informés, et en plus, au tribunal militaire allemand qui le condamne à mort pour espionnage pour notre compte, c'est mentionné. Ça mérite bien sûr d'aller vérifier. Bon, qui était Harro Schulze-Boysen, c'est un officier de la Luftwaffe, hein, d'une sorte un bourgeois allemand patriote et tenté déjà dans sa jeunesse par ce qu'on appelait la fameuse Ostorientierung, c'est-à-dire une alliance avec Moscou, est devenu entre-temps logiquement antifasciste, hein, au point même de s'allier avec des communistes, et avec le groupe Harnack, et il rejoint le groupe de Trepper, donc ce qu'on a appelé l'Orchestre Rouge. C'est l'organisation d'espionnage une des plus importantes hein, pour le compte des soviétiques et pendant la guerre. Donc il faut évidemment vérifier les dires de Soudoplatov. Et à propos du procès donc, de Harro Schulze-Boysen fin décembre 1942, eh bien, on a les actes, hein, ça a été publié. On a le compte-rendu du Reichskriegsgericht, c'est-à-dire le tribunal de guerre du Reich. Hein. J'ai les références, Norbert Hase, Das Reichskriegsgericht und der Widerstand gegen nationalsozialistische Herrschaft. C'est un livre qui a été publié en 1993 et qui reprend les actes, page 105. Donc je vous donne la traduction. Au début de 1938, ça c'est ce que dit le tribunal nazi avant d'exécuter Schulze-Boysen. Au début de 1938, pendant la guerre d'Espagne, l'accusé, donc Schulze-Boysen, a appris dans le cadre d'une mission officielle, alors dans le cadre d'une mission officielle c'est une longue périphrase pour l'allemand qui dit Dienstlich en un seul mot, hein, en fonction quoi, dans ses fonctions, qu'un soulèvement se préparait, il a appris qu'un soulèvement se préparait contre le gouvernement rouge dans la région de Barcelone avec la collaboration des services secrets allemands. Il a transmis cette nouvelle ainsi que celle de Pölnitz à l'ambassade de Russie soviétique à Paris. Alors, est-ce que vous avez repéré une erreur ? Il y en a une, c'est pas 38, c'est 37. Hein. Nous sommes en 37. Hein. Bon, ils se sont trompés manifestement d'une année. Et aussi sans doute de l'ambassade. Hein. C'est pas l'ambassade soviétique à Paris, c'était sans doute l'ambassade à Berlin. Je pense pas que Schulze-Boysen allait leur faciliter la tâche en rectifiant. Mais néanmoins, ce document est quand même très crédible. On est fin décembre 1942, on est en pleine bataille de Stalingrad, hein, comme vous le savez. On voit pas pourquoi les nazis feraient le cadeau aux soviétiques d'incriminer à tort Trotsky. D'ailleurs, à cette époque, Trotsky, je crois qu'il était universellement oublié. Je rappelle qu'il a été assassiné le 20 août 1940 et qu'il est mort le lendemain, le 21 août 1940. Le fantôme de Trotsky réapparaîtra effectivement après le rapport Khrouchtchev en février 1956. C'est à partir de là que le trotskisme, effectivement, qui avait disparu pour diverses raisons, y compris la répression, hein, faut pas se mentir, revient en force à partir des conclusions du rapport Khrouchtchev. On a aussi des documents qu'on a retrouvés du général Wilhelm Faupel, qui était l'ambassadeur d'Allemagne en Espagne, qui parle de l'implication d'agents franquistes dans le déclenchement des événements de Barcelone. Je vous donne les documents. Le livre a été publié en anglais, mais il contient des documents allemands. Documents on German Foreign Policy, 1918-1945. C'est par Craig, G. Craig, 1951.
Tout cela a été retrouvé, sourcé par Grover Furr, qui est un de mes auteurs, des auteurs que j'ai eu l'honneur de publier aux éditions Delga. Vous pouvez refaire le même processus pour retrouver à peu près les mêmes... tout est sourcé. Si vous ne lui faites pas confiance, vous pouvez refaire cela. Quant à Annie Lacroix-Rise, qu'on n'a pas besoin de présenter, surtout pas ici, eh bien, elle a retrouvé des fiches policières et militaires de André Ounine. Alors, André Ounine, je pense que vous savez tout ce qu'il c'est, c'était le dirigeant du POUM, hein, précisément. Récemment, elle a republié ça dans un article en polémique avec la revue La Raison, qui avait fait un dossier totalement, j'allais dire, conformiste sur la guerre d'Espagne. Enfin, et je ne sais pas si c'est encore paru, mais de toute façon, je pense qu'elle vous communiquera tous ces documents. Donc j'ai noté d'ailleurs, hein, ce qu'elle a trouvé, une note du 6 novembre 1930. 1930, on est avant la République espagnole. Hein. Donc c'est transmis au Quai d'Orsay par le deuxième bureau, hein, donc les services secrets français. Ce sont des sources françaises, hein, mais les sources françaises mentionnent déjà André Ounine comme un agent de police. Après séjour en URSS, il fait son rapport à la police espagnole. Après, il y a une autre note du 4 novembre 1938, alors là, sur l'agent franquiste Chifré Biera. Je crois que dans beaucoup de langues hispaniques, le XI, ça se prononce chi, donc je crois que c'est ça, Chifré Biera, et notamment ses liens avec l'Action française. Et donc, on dit qu'il aurait, dans ce rapport, qu'il aurait à son domicile des documents très importants au sujet de la défense nationale française, et qu'il manœuvrait auparavant le chef connu du POUM. Voilà, c'est aux archives nationales, hein, F7, volume 14 722. Vous pouvez, après Annie Lacroix-Rise, aller vérifier ça. Les archives nationales ne sont pas loin, comme vous le savez. C'est dans les notes relatives à des agents du général Franco en résidence en France de 1938 et avril et octobre 1939. Voilà, c'est donc accablant pour ce dirigeant du POUM, pour le POUM, donc ses amis de Trotsky. Évidemment, cela nous donne une vision, vous vous en rendez compte, très très différente du film Land and Freedom. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je l'avais vu déjà jeune, et bien que jeune, j'avais trouvé ça assez hilarant. Mais bon, c'est aussi une vision très différente de l'hommage à la Catalogne de George Orwell, où récemment vous avez l'histoire de Burnett Bolton, publiée par les confrères des éditions Agone, etc. Vous avez des tonnes d'ouvrages de ce genre qui fleurissent, où les méchants staliniens, qui en fait en réalité portent le gouvernement républicain à bout de bras, sont accusés de tous les maux et susceptibles d'écraser une révolution authentique. Hein. Tout ce que les gens savent de la guerre d'Espagne, ils ne savent pas ça, mais ça, ils le savent. Voilà, c'est ça. Alors, il existe même, ça c'est Lacroix dans son article qui le montre, un livre des éditions libertaires subventionné par la fondation Hoover. C'est à mourir de rire, hein, parce que cette gauche-là, effectivement, cette extrême gauche-là, ben, les États-Unis, les classes dirigeantes aux États-Unis l'aiment beaucoup. Hein. Donc voilà, ça c'est pour vous dire ce qui s'est passé au moment de l'insurrection de Barcelone. Hein. Donc on est en mai 1937. De mai à juillet, c'est l'arrestation puis le procès des généraux, donc Tuchatchevski. Alors, il se trouve que Robert Coulondre, hein, qui est l'ambassadeur français à Moscou, parlera dans ses notes officielles, enfin pas officielles, mais je veux dire les notes qu'il envoie diplomatiques, parlera de la collusion Trotsky-Gestapo à propos d'une alliance militaire qui pourrait nuire à la France, effectivement, si ça avait fonctionné. Bon, pour rappel, je pense que les gens savent, mais que l'ambassadeur des États-Unis avait validé les procès de Moscou. Hein. Il avait même écrit un livre qui s'appelle Motion en Moscou, qui est depuis absolument pas réédité. Donc si la plupart des chancelleries occidentales, ça vous trouvez à peu près les références dans la Croix-Rise, dans le choix de la défaite, aussi dans Munich à Vichy, les chancelleries occidentales sont unanimes à penser qu'il y avait vraiment un risque de coup d'État militaire. Pourquoi le risque n'aurait-il pas paru crédible aux dirigeants soviétiques eux-mêmes? C'était donc, s'il était avéré, une question de vie ou de mort. Hein. Donc, décision est prise en juillet 1937. Je précise qu'on est donc bien après le procès de Piatakov de janvier 1937, où a été évoquée la collaboration entre Trotsky et les nazis. Donc, décision est prise de lancer une enquête et, bon, disons-le clairement, une répression des éléments anti-soviétiques à grande échelle. Hein. En mai 1938, c'est le dernier grand procès, celui des 21, avec Boukharine et Rykov. En novembre 1938, c'est la fin des purges. Et Ejov est remplacé par Beria. C'est pour ça que c'est la fin aussi de ce que les soviétiques ont appelé la Yezhovchina, la seule période de l'Yezhov. Donc, comprenez-moi bien, nous avons quand même deux moments qui se chevauchent en partie, puisque nous avons le dernier grand procès qui est en même temps, celui de Boukharine et Rykov. D'une part, des procès publics, je dis bien publics, qui concernent quelques dizaines de personnes,
avec publication des comptes rendus. Et ensuite, une opération à grande échelle, avec ce que Molotov a appelé sans embâche dans ses entretiens avec Félix Tchouïev, qui date des années 80, on est à la fin de sa vie. Il a dit clairement, bon, on a éliminé préventivement la 5e colonne. Le terme lui-même, d'ailleurs, de 5e colonne, vient de la guerre d'Espagne elle-même. Donc, cette période des grandes purges, puisqu'on a les chiffres désormais, c'est contesté par personne, notamment par un historien qui est Zemskov, qui est repris, qui est piqué par tout le monde, mais simplement, au lieu de le publier, moi je vais le publier d'ailleurs bientôt, mais au lieu de le publier, les auteurs occidentaux le noient dans en fait, des tas de fausses informations, par exemple en essayant d'attribuer les morts de la guerre civile dans le livre du communiste au seul communiste, évidemment, bon, etc. Bon, mais la plupart des chiffres, en fait, ne sont pas contestés. Donc, selon l'historien, plus de 580 000 personnes ont été fusillées pour des raisons politiques. Ça représente 85% du nombre total de personnes fusillées pour crimes contre-révolutionnaires et autres crimes d'État pendant toute l'ère entre 1921 et 1953. Bon, c'est comme gigantesque, hein. Alors, il est évident, effectivement, que répondre par l'incurie, le laxisme, c'eût été aussi criminel, hein. C'est évidemment inenvisageable vu les risques systémiques qui pèsent. Il faut comprendre bien sûr les menaces auxquelles l'URSS a à faire face. Je rappelle qu'elle a perdu 27 millions de morts en gagnant la guerre, que si elle l'avait perdu, ça aurait été l'esclavage et la mort pour sa population. Donc éliminer la 5e colonne, même si c'est extrajudiciaire, ça signifiait aussi sauver la vie de ces millions de soviétiques, qui auraient sinon constitué un prix supplémentaire à payer. Mais bon, tout le monde comprend, je ne cherche pas à faire de justification, je ne suis pas dans le jésuitisme, tout le monde comprend que ce processus porte en lui quelque chose de délétère, où la paranoïa n'est absolument pas absente. Alors même si on tient compte, parce que je connais bien toute la littérature dessus, si on tient compte du fait que Staline avait posé des limites et non pas des quotas, on écrit trop souvent qu'il a posé des quotas, en fait il a posé des limites, même si on tient compte des malversations de Yezhov lui-même, c'est pour ça que ça s'appelait Yezhovchina, même si l'on tient compte de l'initiative non négligeable, il faut le dire, des masses, animée par un esprit anti-bureaucratique, ça avait été souligné par l'historiographie américaine dès les années 80, parce qu'ils travaillaient déjà sur les archives de Smolensk, parce que les nazis avaient volé les archives de Smolensk, et les États-Unis avaient récupéré les archives de Smolensk, donc il y avait beaucoup de choses très sérieuses qui étaient sorties aux États-Unis par une école qu'on appelait révisionniste. Ça n'a rien à voir avec Foriston, ça c'est l'école négationniste, c'est autre chose. Mais ce qu'on appelait l'école révisionniste aux États-Unis, c'était des gens qui voulaient en finir avec le point de vue de la guerre froide. Donc dès les années 80, John Archibald Getty avait voulu montrer aussi le poids de l'initiative en fait, des masses. Il y avait un côté, j'allais dire, un petit peu révolution culturelle aussi dans cette affaire. Bon, mais une fois n'est pas coutume, je vais citer Khrouchtchev. Je pense qu'il avait tout de même eu un argument de bon sens. Et il y en a assez peu dans le rapport, hein, mais il y en a. Si les trotskistes zinovievistes n'étaient que 4000 au 15e congrès de 1927 contre 724 000, pourquoi une répression d'une telle ampleur? Bon, alors, l'ennui pour comprendre l'ensemble des choses et l'ensemble de la période, je pense que ça pose un problème épistémologique, un problème à tout le monde, c'est que Staline avait dit exactement la même chose au plénum, ce fameux plénum dont je vous ai parlé, de ce plénum de février-mars 1937, en donnant exactement les mêmes chiffres, les mêmes proportions. Donc, à part vous dire que j'espère que le socialisme n'aura jamais à devoir revenir à ce type d'extrémité, ça on sera bien d'accord, il est quand même légitime de se poser la question pourquoi ce processus massif a été lancé? Est-ce qu'il était prévu de longue date? Est-ce que ces procès ont été en fait un prétexte pour les lancer ou au contraire une source bien réelle d'inquiétude? Je crois que toute la question, la plus importante, si on revient à la question non pas de Staline, non pas de l'URSS, comme disait Churchill, c'est un mystère enveloppé dans une énigme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui restent. C'est un lourd sujet, très très compliqué. Mais si on veut revenir au moins à ce sujet qui nous intéresse, est-ce que Trotsky avait réellement collaboré tactiquement avec les nazis et les Japonais à l'époque? Effectivement, il faut savoir si les procès sont ou un prétexte ou bien une source réelle d'inquiétude, d'angoisse, de panique. Donc, les auteurs italiens eux-mêmes, quand ils parlent des purges, ils disent, ils ne veulent pas rentrer dans le sujet, ils disent c'est un bain de sang inutile, mais ils voient vraiment autrement les procès, et tout l'enjeu va consister à savoir si, tout simplement, ces procès, dont je vous ai apporté d'ailleurs les documents, tout simplement si ces procès sont corroborés ou pas. C'est, j'allais dire, la seule méthode possible. Pourquoi d'ailleurs la seule méthode possible? Parce que, depuis le rapport Khrouchtchev, février 56, et puis il a continué après en 61, les attaques contre Staline. Il a été suggéré, même si absolument pas démontré, que Staline avait prévu tout cela depuis justement le fameux assassinat de Kirov le 1er décembre 1934.
et Khrouchtchev ne faisait que reprendre là un argument de Trotsky. Bon, c'est important, en fait, c'était important pour Khrouchtchev de montrer ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les procès, les uns les autres, je vous en ai apporté 3. Il y a celui des généraux qui... voilà. Premier procès. Je vous montre la taille parce qu'il est... Le deuxième. Et le troisième, Boukharine-Rykov. Vous voyez qu'à chaque fois, on augmente en taille. Je n'ai pas celui des généraux, pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été déclassifié. Lui n'était pas public, il a été déclassifié en mai 2018. D'ailleurs, je suis à peu pas sûr que vous n'en avez pas entendu parler. Je trouve que la presse n'en a pas du tout fait l'écho. Alors que là, maintenant, on a c'est un rapport de 172 pages. Sous Gorbatchev, on vous disait, non, en fait, c'est tellement éthique sans H, hein, c'est-à-dire tellement maigre qu'il n'y avait rien dedans, donc c'était à mourir de rire. Ben non, en fait, il existe réellement. Donc il a été maintenant, d'ailleurs, on est en train de le traduire, on va le publier. Et on va sans doute aussi republier ça parce que ça n'est plus disponible, simplement ne serait-ce qu'à titre de document historique publié, donc ces 3 procès. Mais donc les enquêteurs, à l'époque des 3 procès, parlent de Kloboki. Kloboki, ça veut dire les pelotes et des pelotes qui s'entremêlent. Ils essaient de démêler en fait une affaire parce qu'en fait, voilà, ces procès sont entremêlés. Donc il faut absolument remonter au premier pour tout démolir et montrer que donc Staline aurait tout manigancé depuis l'assassinat de Kirov. Donc, des espions déguisés en historiens, je pense à Robert Conquest, qui a fait la pluie et le beau temps dans la soviétologie anglo-saxonne. Il était membre de l'Information Research Department, mais c'est lui qui donnait le là dans la soviétologie occidentale de guerre froide, se sont évidemment jetés sur cette thèse pour parler des grandes purges, et donc qui aurait commencé évidemment dès l'assassinat de Kirov, et donc ils ont inventé ce qu'on peut qualifier aujourd'hui avec les termes actuels, on parlerait de théorie du complot. En fait, bon, leur idée, ils ont leur thèse totalitaire, donc il faudrait trouver une sorte de nuit des longs couteaux qui s'étendrait dans l'équivalent allemand, en fait, qui s'étendrait en fait sur la durée. Alors, Gorbatchev, ou Gorbatchev, toujours pour les intimes, dans le sillage de Khrouchtchev, lui, avec la volonté de réhabiliter Boukharine, avec les conséquences social-démocrates que ça avait, hein, c'était un retour à la petite propriété privée. Et en relisant les mémoires de Molotov, enfin ces entretiens, il disait que le pire ennemi pour eux, c'était Boukharine, parce que ça voulait dire le retour de la pensée koulak, enfin de l'idéologie koulak. C'est assez bizarre parce que Staline, lui, a freiné des cas de fer par rapport à la répression de Boukharine, je vous raconterai ça. Bon, Gorbatchev, en fait, Gorbatchev fait à peu près le même type de campagne que Khrouchtchev. Il essaie de retrouver à peu près les mêmes arguments. Il relance une équipe. Et finalement, ils n'ont pas pu trouver, ils n'ont pas pu remonter à Staline. Et donc, ils parlent de Nikolaïev. Évidemment, on sait que c'est Nikolaïev qui l'a tué, mais on ne sait pas qui a armé Nikolaïev. Donc, ils arrivent à la thèse du tireur isolé. Alors, le chercheur est professeur à l'université de Rochester, qui s'appelle Matthew Lenoe, je ne sais pas comment vous prononcez, université de Yale, très bon chic, bon genre, très anti-stalinien, jusqu'à s'excuser de ses propres conclusions. Il faut quand même qu'il garde son poste et ses amitiés. Mais il a fait un beau livre. Il a fait un livre qui est vraiment philologiquement assez impeccable, hein, sur l'assassinat de Kirov, qui fait 800 pages. Assez énorme, et il dit que non, on ne peut pas prêter foi à cela. Rien ne prouve, mais absolument rien ne prouve que Staline a fait assassiner Kirov. Donc, d'ailleurs, on peut faire d'autres remarques. Si on regarde, comme on dit en latin, le cui prodest, le cui bono, à qui profite le crime, le nombre de personnes qui ont été exécutées, celui des prisonniers jugés politiques, n'a cessé de baisser entre 34 et 37. Et quand, au moment des Grandes Purges, en juillet 1937, quand il n'a jamais été particulièrement besoin de les justifier par tel ou tel événement ou telle mesure. Donc, à ce stade, il faut faire comme aussi d'autres remarques de bon sens sur ces procès. Donc, le procès était, comme je vous l'ai dit, sauf celui des généraux, essentiellement public. Pourquoi je dis essentiellement ? C'est que je me suis rendu compte, par exemple, dans le second, il y a eu une après-midi sur une semaine, il y a eu une après-midi où il était question de questions militaires, donc qui là, effectivement, n'apparaissent pas dans le compte-rendu. C'est quand même très, très minime.
Mais en tout cas, ils ont été publics. Les actes datent de cette époque. Ils étaient publiés en français, enfin en russe, en français et en anglais. Le français est encore une langue internationale à cette époque. C'est un petit peu dommage que ce soit plus le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, la traduction en français faisait foi. Alors, ils étaient publics, ils étaient prononcés devant la presse internationale, y compris la presse archi-ennemie, c'est-à-dire la presse fasciste. Enfin, il y avait des représentants de la presse fasciste. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de cas, procès public avec presse devant, un effet, ils en parlent les Italiens, un effet Dimitrov est toujours possible. Alors qu'est-ce qu'ils appellent l'effet Dimitrov? Tout le monde a en tête à l'époque ce qui s'était produit en 1933-34, ce qui était le procès du Reichstag. Vous savez, les nazis avaient voulu accuser à tort les communistes d'avoir brûlé le Reichstag et incendier le Reichstag, et ça avait été le prétexte en fait à interdire l'interdiction des partis politiques, la répression des communistes, enfin leur massacre. Et Dimitrov se retrouvait en fait au tribunal, mais qu'est-ce qu'il avait fait, cet homme d'un immense courage? Il s'était levé face à ses juges, il avait conspué le tribunal, il s'était révolté, il avait complètement ridiculisé l'accusation, à tel point que finalement il a pu s'en sortir, et il deviendra, comme vous le savez, le dirigeant du Comintern, de l'Internationale communiste. Cet exemple, Staline connaissait évidemment bien Dimitrov, puisqu'il était en partie responsable de sa nomination à la tête du Comintern. Il savait très bien ce que c'est qu'un effet Dimitrov, c'est-à-dire cette possibilité-là. D'autant plus que les gens en question, là je vous parle des quelques dizaines de personnes qui ont été impliquées dans ce genre de procès, les 17, les 16 d'abord, les 17, puis les 21, ce sont la plupart du temps des révolutionnaires, d'anciens conspirateurs contre le tsar. Alors évidemment, on peut parler bien sûr de pression possible sur l'entourage, ça c'est indéniable, c'est toujours possible, quel que soit le régime. Alors même là-dedans, il y a toujours une forme de dialectique possible. Je pense à un cas, même lors de sa fuite, je ne sais pas si vous connaissez l'argent Orlov, qui avait fait défection pour les États-Unis, en dérobant d'ailleurs $60 000 dans les caisses du NKVD, il était parti avec sa femme et sa fille, et puis il avait prévenu en gros les services secrets soviétiques que s'il arrivait malheur à ses proches demeurés en Union soviétique, il révélerait aux États-Unis nombre de noms d'autres agents soviétiques. Et comme vous savez, il est mort dans son lit. Je veux dire, vous comprenez, je donne cet exemple parmi d'autres pour montrer qu'il y a toujours une dialectique possible quand on est dans le cadre d'un procès public. C'est un argument. Staline lui-même, en fait, avait bien pris soin d'avoir une entrevue avec Piatakov et Radek, et même Boukharine, en fait, en décembre 1936, pour comprendre. Il voulait comprendre ce qu'ils allaient dire. En gros, il avait compris qu'ils défendraient leur honneur, mais qu'ils reconnaîtraient les faits. En gros, c'est-à-dire, oui, nous avons fait cette alliance tactique pour revenir au pouvoir, mais ce n'est pas du tout notre intention, on s'est fait entraîner par Trotsky, etc. C'est ça qu'ils ont dit. D'une certaine manière, ils contredisent l'accusation. L'accusation de Wyszynski, c'est de dire vous êtes des crapules fascistes, vous êtes des vendus aux fascistes. Et non, ils les contredisent sur ça. Ça ne gênait pas du tout Staline. De toute façon, il avait bien compris que tout ce qu'il voulait, c'était les faits. C'était qu'au moins ce soit révélé. D'ailleurs, je vois dans les tentatives de réfutation qu'il y a, je vois des articles où ils disent Radek fusillé après le procès de Moscou. Non, Radek justement a sauvé sa peau au procès de Moscou. Il a été condamné à la prison. Piatakov, non. Et ceux du premier procès non plus. Ça c'est important, c'est de savoir que non, au premier procès, ils ont tous été fusillés. Pas au second. Vous allez voir en quoi c'est important. Donc les procès sont non seulement publics, mais surtout gigantesques. Voilà, c'est pour ça que je vous les ai apportés. C'est ce qu'avait noté d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis, Joseph Davis. Il avait dit qu'il faudrait créer, je cite en substance, il faudrait un Shakespeare pour recréer tout ça, et pour le mettre en scène, un Belasco. Alors Belasco, c'est le grand metteur en scène connu aux États-Unis à l'époque, je pense qu'on l'a un petit peu oublié, sans doute pour les spécialistes de théâtre. Alors c'est vrai qu'on trouve effectivement ça et là des petites contradictions. À un moment, on vous parle d'une lettre qui était qui était censée avoir été écrite à l'encre sympathique et l'autre où c'est pas mentionné. Enfin, vous avez toujours ces petits détails qui reviennent d'ailleurs dans toujours la littérature trotskiste. Comme par hasard, c'est toujours un peu les mêmes détails qui reviennent. Mais j'allais dire, c'est même normal que parfois il y ait des contradictions. Alors l'historiographie états-unienne, j'allais dire pas tentée, mais quand même un petit peu soucieuse quand même d'en finir un petit peu avec la guerre froide. Je pense que le livre qui est allé le plus loin dans ce genre-là, c'était Thurston, La vie et la terreur dans la Russie de Staline. Je le cite en français, mais il n'a pas encore été traduit. Et effectivement Getty, dont j'ai déjà parlé. Il souligne, ça c'est quand même un point important, à quel point la direction stalinienne y croit.
Elle y croit jusqu'à la parano. Hein, excusez-moi d'employer un terme psychologique, il ne faut pas trop psychologiser les histoires, mais au bout d'un moment, je pense que ça finit par jouer. Elle y croit. On voit dans les notes de Staline, dans ses directives, par exemple, on voit Staline demander absolument au NKVD s'il y a absolument un lien entre Trotsky et Yakovlev au moment de son arrestation. On est en octobre 1937. Le général Yushkov, en juin 1938, qui avait fait défection au profit des Japonais de son exil, y compris parce que pendant les Grandes Purges, il y a plein de gens qui ont simplement eu peur, hein, qui ont eu peur que ça s'emballe et qui sont partis. Lui, il soulignait, il disait aux Japonais, et on a retrouvé les traces, il dit Staline croit à ce scénario. On a retrouvé un dessin de Staline en 2010. C'est tout à fait intéressant. En fait, c'est des histoires de... En fait, ils s'envoyaient des mots, on est en plein comité central. Enfin, c'est un parti léniniste. Hein. Il y a toujours des réunions, des tas de réunions, ça vote, etc., ça débat. Et quand les gens s'embêtent, ils dessinent en fait sur. Et là, c'était des cartes. Alors, c'était assez drôle. C'était des photos d'hommes nus et les gens s'envoyaient des blagues. Bon, on a retrouvé ça. Mais alors, il y a un côté presque tragique, parce qu'à un moment, Staline écrit de sa main Radek, si tu n'avais pas pissé contre le vent, tu serais encore vivant. Ça, pisser contre le vent, ça veut dire pisser contre aller contre le cours de l'histoire. Contre l'histoire, ça veut dire moi. Et toi, Radek, tu as clairement, ça veut dire moi, Staline, je sais que Radek, tu étais un opposant. Tu étais dans le. Voilà. Ce ne sont que des exemples parmi d'autres. Il y en a des tonnes. Hein. Autre exemple, enfin autre argument, rien n'est sorti, mais là, strictement rien n'est sorti des archives depuis la chute de l'URSS, et Dieu sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été déclassifiées. Je vous dis, même le procédé généraux qui était bloqué pour des raisons de secret défense est quand même sorti. Donc rien n'est sorti dans les archives de l'URSS pour montrer qu'il y avait une décision prise de dresser un théâtre de marionnettes avec des gens qui auraient répondu à un scénario tout prêt. Donc enfin, la thèse du totalitarisme, parce qu'il s'agit bien de ça. Hein. Staline appuie sur tous les boutons, à tous les étages, depuis l'assassinat de Kirov, pour déclencher une purge 3 ans plus tard, en 1937. C'est ça, c'est ce qui est dans nos manuels d'histoire. Hein. Ça vient de Robert Conquest, enfin ça vient de Khrouchtchev, de Robert Conquest, c'est dans nos manuels d'histoire, et c'est la thèse dite totalitaire. Bon, elle a ceci d'absolument délirant, qu'elle fait abstraction, comme beaucoup de thèses de ce genre, de théorie du complot, en fait, elle exonère. Elle fait abstraction totalement du contexte. Et elle exonère en plus des pressions extérieures. Je rappelle qu'il y avait quand même 14 nations liguées, au moins 14 nations liguées contre l'URSS pendant la guerre dite civile. Puis démener de l'Allemagne nazie, ça existait. On l'a vécu en France. Hein. Je pense que tout le monde comprend que les réseaux Abetz avaient bien fonctionné. On l'a vu avec notre état-major passé pétainiste très rapidement. Donc, présenter Staline comme métaphore de toute la période, parce que quand les gens connaissent rien, ils disent stalinisme, ça explique tout. Et donc, présenter Staline comme métaphore de toute la période et expliquer tout par sa propension à la brutalité, sans parler de la brutalité ambiante. Bon, personnellement, je trouve ça trop facile. D'ailleurs, je trouve que quand on parle de brutalité, il y a des formes de brutalité aussi bourgeoises très feutrées, mais qui n'en sont pas moins criminelles. En relisant justement cet article de Daniela Croix-Ries là, sur l'Espagne, qui est vraiment très bon, je me rappelais ce qu'elle avait dit, je crois que c'était dans l'Industriel et Banquier, la deuxième édition. L'ordre des républicains espagnols, hein, vous savez, les républiques espagnoles, on revient 31. Ils confient 40, je ne me rappelle plus du nombre de tonnes d'or, mais ils sont confiés aux Français. Alors vous allez voir les gouvernements Blum, Chotan, Daladier refuser de rendre cet argent pendant la guerre. Et ils le rendront évidemment rubis sur l'ongle au moment de l'arrivée au pouvoir de Franco, hein, si ce n'est pas criminel, de la part des sociodémocrates et radicaux. Voilà. Autre chose importante pour comprendre les procès, plusieurs éléments corroborants sont venus en fait compléter en fait cette idée que les procès de Moscou pourraient ne pas avoir été si inauthentiques que ça. En 1971, un certain Jules Humbert Droz, les amis suisses m'ont dit qu'il faut prononcer Dro, hein, comme les gens en Savoie, on ne prononce pas le Z, il publie le 2e tome de ses mémoires, ce qu'il appelle De Lénine à Staline, 10 ans au service de l'internationale communiste 1921-1931. Qui est Humbert Droz? Un Suisse, hein, comme je vous l'ai dit, ancien adjoint de Boukharine, membre du Comintern. Il avait depuis quitté le Comintern, forcément puisque boukharinien. Il détestait Staline, il était devenu social-démocrate.
Néanmoins, au soir de sa vie, il pense que bon, c'est pas la peine de se mentir ou de cacher ce qui pour lui quand même un lointain passé. Et il révèle qu'en 1929, c'est quand même assez tôt dans le processus, en 1929, je cite, Boukharine me dit aussi qu'ils avaient décidé d'utiliser la terreur individuelle pour se débarrasser de Staline. D'ailleurs, c'est ce qu'avait reconnu Boukharine, Boukharine l'avait reconnu à son procès. Ce qu'il faut savoir, c'est que, d'ailleurs, c'est intéressant quand on lit le troisième procès, Boukharine nie énormément de choses. C'est un affrontement constant avec Wyszynski, avec le procureur. Assassinat de Lénine, il nie. Lien avec des services secrets étrangers, il nie. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que Boukharine, donc d'après Amberdroz, voulait faire assassiner Staline, la terreur individuelle. Et ce qui est assez intéressant de comparer, c'est que Staline, lui, avait été extrêmement indulgent avec Boukharine. Et quand je le dis, d'ailleurs, dans des conversations privées, les gens ne me croient pas, donc j'ai quand même apporté le document. Voilà, c'est 27 février 1937. Allez, je monte pour la caméra. Voilà, c'est dans un livre qui fait autorité, aux éditions Yale de Getty, The Road to Terror. Donc, en 27 février 1937, on voit une sorte de commission détachée du comité central où il s'agit de statuer sur les cas de Rykov et Boukharine. Et on voit en fait un débat. On voit que les avis sont totalement partagés. C'est Yezhov qui demande en fait à ce qu'il soit fusillé. Et au contraire, Staline, mais c'est marqué, исключить из состава кандидатов ЦК ВКПБ и членов ВКПБ, суду не предавать, et moi ce que j'arrive à lire, c'est выслать, c'est-à-dire qu'en fait, il demande clairement à ce qu'il soit exilé intérieurement, l'exil intérieur. Et alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une discussion, il y a eu plusieurs avis. Et finalement, dans cette édition de l'exil intérieur est barrée. Et là, on voit renvoyer en fait au NKVD pour enquête. C'est-à-dire que Staline, devant en fait des avis divergents, et voyant qu'il est minoritaire, change d'avis, mais essaie de gagner du temps d'une certaine manière. Il y a plein de documents qui montrent qu'il n'était pas chaud pour commencer en fait à s'attaquer aux droitiers, à Boukharine et Rykov. Ne vous inquiétez pas, je ne veux pas absolument faire une conclusion psychologisante du genre Staline aimait bien Boukharine, malgré tout. C'est de la raison d'État. On est à un trop niveau, c'est la Seconde Guerre mondiale. On est dans. Je ne veux absolument pas aller sur des conclusions psychologisantes. Je pense en tout cas par là, on a bien sans doute une preuve que l'idée de la répression contre les droitiers n'était pas du tout prévue. En tout cas, on est en février 1937. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, sur 15-20 pages, ils discutent, les historiens américains là, discutent de ce plénum, ils se demandent ce qui se passe. Alors, ils disent est-ce que Staline tendait un piège ? Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'en fait, il y a Yakir, Yezhov qui, eux, vont périr dans les grandes purges. Ce sont eux qui vont demander plutôt à ce que Boukharine soit fusillé. Et c'est eux qui vont périr. Donc on n'arrive pas bien à expliquer ce qui s'est passé. Mais je le donne un petit peu aussi comme exemple de la complexité quand même de cette époque. Hein. Et surtout, comme je vous dis, imaginez déjà que Staline appuie sur tous les boutons, qu'il n'y a pas de décision collégiale, que tout se fait comme ça d'un seul coup. C'est ne pas respecter la réalité qui s'est produite et puis la complexité de cette époque. Humbert Rose, je vous en ai parlé. Lukács, je pense que vous connaissez tous Lukács, hein, c'est un des plus grands philosophes marxistes après Marx et après Lénine. Il dit dans ses mémoires, Pensées vécues, mémoires parlées, on a à peu près les mêmes voix, je crois 71, il déplore bien sûr les purges, la répression qu'il y a eu, mais il dit, pour moi, de toute façon, Radek et Boukharine étaient bien des opposants. Les opposants, ça veut dire des opposants décidés. Hein. C'est un peu secondaire comme argument, mais c'est quand même Lukács qui le dit. Puisqu'on est un peu dans les preuves qui viennent depuis les années 70, je continue. En 1974, Francis Ludwig Carsten, qui est doyen à l'époque, qui est présenté comme le doyen à l'époque des études germaniques au Royaume-Uni, encore un monsieur très bien, a montré que Radek, je vous l'ai dit, le deuxième personne du second procès de Moscou, faisait un double jeu. Il écrivait, au moment de la remilitarisation de la Rhénanie en 1936, il faisait un double jeu parce qu'il la déplore, il la condamne amèrement dans la presse soviétique, je ne sais plus si c'est la Pravda ou les Izvestia,
Et en même temps, il envoie un télégramme de félicitations qu'on a retrouvé au général Köstring, général allemand. 1980, date très importante, c'est l'ouverture des archives Trotsky de Harvard, donc qui était resté fermé pendant 40 ans, un peu moins de 40 ans, entre l'assassinat de Trotsky, 21 août, enfin, à partir du moment où elles ont été mises en place, elles ont été fermées au public. Seules 2 personnes y avaient accès, Isaac Deutscher et un des secrétaires de Trotsky qui s'appelait Jean van Egenhort. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans ces archives Trotsky? Pierre Brouet, qui est le plus grand historien trotskiste, à mon avis, qu'il est resté. Enfin, il est mort depuis, mais je pense que c'était quand même le meilleur, parce qu'il avait le respect de son métier. Il a découvert que, oui, il existait bien un bloc des oppositions trotskistes, zinovievistes. Il l'a trouvé dans les archives Trotsky. Voilà. Il arrive avec toute une équipe. L'équipe est déjà prête. Hein, donc, dès qu'on ouvre les archives, ils sont au taquet, ils y vont. Et dans les cahiers Léon Trotsky qui sont publiés en ligne, on peut le trouver. Vous voyez ses premiers articles. Il arrive avec le scoop, quoi. Il existait bien une alliance trotskiste-zinovieviste. Et après, bon, Getty, toujours pareil, c'est très bien. Croyez surtout pas que c'est quelqu'un, un vilain bolchevique. Hein, c'est un historien qui est totalement politique. Bon, il a un petit peu marre du discours de la guerre froide, mais Getty, lui, il va dans les archives Trotsky. On est en 85, je crois que l'article est publié dans Soviet Studies. C'est vraiment le véhicule, renommé dans la recherche soviétique internationale. C'est dans Soviet Studies. Et il montre qu'on a des reçus envoyés à Radek, des reçus de lettres. On retrouve des reçus de lettres. En fait, la correspondance a en grande partie disparu, les archives ont été purgées. Et on retrouve, c'est ce que vous avez, je vous ai envoyé ça, un exemple de ça. Des reçus de lettres à Radek, Sokolnikov, Preobrazhensky, Smirnov, je crois. En fait, ils avaient oublié de virer simplement les reçus de PTT. Voilà. On va y revenir. Pour le complot de Tukhachevski, je reviens à la grande historienne Daniela Croix-Ries. Dans le choix de la défaite, elle montre une archive qui fait état du Foreign Office, rendant compte d'une rencontre entre Putna, l'acolyte de Tukhachevski, sans doute son principal adjoint, et l'état-major allemand à Londres sous le regard des Anglais. Voilà. Elle, Annie Lacroix-Ries, il faut lui reconnaître ce mérite, elle ne s'est jamais laissée intimider par le rapport Khrouchtchev. Elle a toujours travaillé avec le paradigme des procès, d'autant plus qu'elle ne voyait confirmer tout le temps dans les sources policières, militaires qu'elle étudiait, toujours battue pour dire je suis désolé, mais l'histoire politique, elle se fait avec archives policières. Il suffit pas de. Comment voulez-vous trouver d'autres sources parce que effectivement, il y a eu un débat célèbre un non-débat célèbre où elle s'était opposée à Jean-Jacques Marie. Elle lui montrait toutes les codes d'archives sur la collaboration de trotskistes pendant la guerre, et Jean-Jacques Marie, évidemment, n'a pas voulu débattre, en disant c'est pas parce que c'est archivé que ça prouve quoi que ce soit. Oui, d'accord, mais alors de ce point de vue, on ne peut plus faire d'histoire. Je pense que tout le monde sera d'accord sur le fait qu'une fois qu'on a des archives, elles sont soumises à discussion. On peut évidemment critiquer leur provenance, leur source. Il y a tout un débat méthodologique qui doit avoir lieu. Hein, on est bien d'accord. C'est bien pour ça qu'on n'importe qui, y compris moi en tant qu'éditeur de livres d'histoire, je me souviens volontiers au débat de ce livre que j'ai traduit, effectivement en l'absence des auteurs italiens, du fait aussi qu'effectivement leur français, ils parlent le français, mais pas suffisamment pour débattre. Pour l'instant, à ce stade, je me dis prêt à débattre avec n'importe qui. Évidemment, si une question ne ressortissait pas, à ma compétence, je transmettrai évidemment la question aux auteurs italiens. Pour l'instant, par rapport aux tentatives de restitution que j'ai des gens qui me parlent du pacte germano-soviétique, vous vous rendez compte? Donc, c'est pas, le niveau n'est pas là pour l'instant. Mais on verra. Donc, en tout cas, voilà. Donc elle a toujours travaillé sur ce paradigme, elle le voyait dans des sources policières. D'ailleurs, à ce sujet, c'est dans le livre des Italiens, le dossier du FBI de Trotsky a été publié par un chercheur, c'est en ligne, hein, vous le trouvez en ligne, c'est William Chase qui a fait il a retrouvé tout le dossier du FBI, les rencontres avec Trotsky en juillet 40 avec McGregor du FBI. Ce qui a permis, d'ailleurs, peut-être sans doute que ces liens un peu tardifs de Trotsky ont permis peut-être que ces archives soient conservées à Harvard. Et on voit bien que Trotsky s'est fait à l'époque l'informateur et dénonciateur, d'ailleurs, de militants communistes. Un autre exemple, hein, Trotsky raconte librement que fin décembre 1932, il se balade à Pompéi. Pompéi, depuis 10 ans, vous savez que l'Italie est sous direction fasciste. Hein. Donc ça contraste
fortement avec ce qu'il dira dans son testament, ce qu'il intitulera son testament. Il dira « Jamais je n'ai transigé avec les ennemis de la classe ouvrière ». Bon. En tout cas, voilà, il a eu un visa de transit, en tout cas pour l'Italie. Alors, encore un autre exemple, l'affaire du Bristol. Enfin, je vous explique un petit peu ça, a été résolue en 2010 par Sven-Erik Holmström, qui va aider d'ailleurs à résoudre le vol de Piatakov, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est que l'argument du Bristol? On est dans le premier procès. Un accusé qui s'appelle Holtzman, mais en russe, vous savez, pas de H, donc on pense Goldsman, donc vous le verrez sous ces deux orthographes, dit « J'ai rencontré Trotsky à Copenhague, à l'hôtel Bristol ». Trotsky en faire des gorges chaudes, patatras, il n'y a pas d'hôtel Bristol à Copenhague depuis 1917, tout est à faux. Alors, non seulement depuis, on a retrouvé une archive du NKVD où ils s'en sont rendus compte. Les enquêteurs s'en sont rendus compte et lui ont demandé puisqu'ils ont vérifié. Ils ont envoyé des gens là-bas, ou ils ont demandé à leur informateur là-bas, ils ont dit qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent voir Goldsman, et Goldsman dit ah oui, j'ai pu me tromper. Et Holmström, qui est suédois, donc il a fait ses recherches, et il s'est rendu compte qu'il existait bien une conditori, c'est comme conditori, c'est une pâtisserie qui s'appelait Bristol. Elle était attenante à un hôtel au nom impersonnel de Grand Hôtel en français. Et on accédait d'ailleurs de cet hôtel il a même retrouvé les plans d'époque, on accédait par cette pâtisserie à cet hôtel. Donc en fait il s'est trompé, c'est un témoignage faux mais de bonne foi. Voilà. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il s'est trompé de bonne foi, dans l'enquête on lui a fait remarquer, il dit ah oui j'ai pu me tromper. Et il redira au moment des interrogatoires, qui sont consignés là, il refera son erreur. Ce qui montre aussi que c'est difficile il n'y avait pas des gens pour contrôler tout ce qui se disait. C'est encore une autre preuve. Bon, et aujourd'hui, effectivement, le vol de Piatakov qui fait la somme, c'est pour ça qu'il est long, c'est pour ça qu'il fait la somme de tout ce qu'on sait avant, et qui va résoudre aussi l'affaire du vol de Piatakov. Voilà. Donc vous comprenez bien que ce qu'il s'agit, c'est de distinguer les procès des grandes purges. Ça constitue, j'en ai bien conscience, ce que Bachelard appelait, à mon avis, un obstacle épistémologique, du fait que des purges ont concerné des innocents, surtout si vous passez par les mains de Yejov, c'est certain. Donc on en déduit, a priori, ou a posteriori plutôt, on en déduit que tous les procès sont un tissu de mensonges, jusqu'à cette expression devenue proverbiale dans la presse actuelle, c'est de parler de procès de Moscou pour parler de procès truqué. Sous toutes les latitudes, si vous faites un procès de Moscou, ça veut dire un procès d'État, un procès truqué. Et d'ailleurs, bon, le trotskisme est lié, à partie lié depuis cette époque, depuis ces événements, à partie lié à une certaine vision occidentale du monde. Je ne parle pas évidemment de phénomènes que vous connaissez bien, comme la création du syndicat FO avec l'aide de la FLCIO, donc de la CIA. Je parle de phénomènes plus théoriques. Ils ont intérêt à défendre la vision totalitaire des choses, et même la notion de totalitarisme qui était déjà à l'époque défendue par Trotsky. D'ailleurs, le point d'égalité entre Hitler et Staline, ça ne date pas de notre presse actuelle, mais si on l'entend tous les jours, ça date de Trotsky. Donc, comme vous le savez, moi j'ai personnellement de forts doutes sur cette explication. Bon, mais passons donc maintenant au vol de Piatakov, donc qui est paru en 2017 en Italie et qui est paru donc en septembre 2021 en France. Alors, en Italie, je n'ai vu qu'une seule tentative de contradiction d'un certain Marco Ferrando, qu'on pourrait qualifier de besancenot local, qui a fait preuve de beaucoup d'incompétence, mais j'allais dire à ce niveau-là, c'est déjà bien qu'il ait eu le courage de répondre. Je crois qu'il faut au moins saluer ça, et ça fournit aussi l'occasion de réfuter quelques arguments, j'y reviendrai. Donc, personnellement, je me suis beaucoup impliqué dans la défense de ce livre, parce que pour moi, il est inattaquable pour sa méthode, en ce qu'il tient compte d'éléments corroborants. Pour moi, il s'agit en fait d'une sorte de mini-révolution copernicienne, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que dans certaines littératures pro-communistes, je ne dirais pas pro-stalinienne, je pense que les gens ne voulaient pas absolument tout justifier sur Staline, ça n'a jamais été l'objectif, mais vous aviez un mélange, vous avez des éléments corroborants. Par exemple, un qui était très connu, c'est les accusations de sabotage. Vous aviez Little Page, vous avez John Scott, vous avez des ingénieurs
états-unien, donc très loin des griffes supposées du NKVD, qui témoignent très librement du sabotage qu'ils avaient vu, observé dans l'industrie soviétique, alors qu'ils étaient employés dans les mines. Donc, par exemple, vous aviez des ouvrages, je pense à Ludo Martins. Moi, j'ai retrouvé les vidéos de Ludo Martins, c'était il y a 30-40 ans, je trouve qu'il avait bien travaillé pour l'époque. Mais simplement, c'était il y a 30 ou 40 ans. Je trouve qu'il avait bien du mérite, ce camarade-là. Mais effectivement, des fois, on mélange les arguments qui sortent directement des procès et d'autres qui sont corroborants. Là, les Italiens, d'une certaine manière, savent très bien qu'on n'arrivera à rien prouver. À partir du moment où ils ont été réfutés en doute par Khrouchtchev et compagnie, on n'arrivera à rien prouver si on ne passe pas à des éléments corroborants. Donc, moi, d'une certaine manière, je savais que ce livre était intéressant, surtout qu'il arrive dans un certain contexte. J'ai bientôt publié, je crois, 230 ouvrages, donc beaucoup sur l'historiographie soviétique. Je sais que nous sommes dans une contradiction énorme. Elle est simple, cette contradiction. C'est l'arrogance et le triomphalisme des vainqueurs, après la chute de l'URSS, qui fait que l'historiographie du communisme est confiée à des anticommunistes. On ne verrait jamais ça pour l'historiographie du monde catholique, par exemple. Vous avez plutôt au contraire des spécialistes, je ne le reproche pas d'ailleurs, qui sont passionnés par le sujet, parce que même catholiques. Mais là, vous avez les anticommunistes règnent en masse. Et ce phénomène-là, en fait, qui est l'arrogance des vainqueurs, est contradictoire avec le fait que, justement, la défaite de l'URSS a permis l'ouverture des archives. Donc, une importante déclassification. Donc, cette double tendance est hautement explosive. Elle a atteint un niveau de contradiction absolument intolérable. Et en même temps, elle pousse à chercher. Alors, d'une certaine manière, être dans notre cas, c'est-à-dire quand même sympathisant communiste, moi, je ne cherche absolument pas à réhabiliter Staline. La personne de Staline, je m'en moque complètement. Moi, je suis marxiste, ça ne m'intéresse pas. Le rôle des grands hommes de l'histoire m'intéresse assez peu. Je garde évidemment, je pense comme beaucoup d'entre vous dans cette salle, un respect pour le dirigeant militaire. C'est la grande victoire sur le fascisme. Ça, c'est ça. Il faut aussi reconnaître ce mérite. Je crois qu'il restera dans l'histoire pour cela. Le reste, moi, c'est pas mon sujet. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses être dans notre position, militant communiste, nous incite en fait d'une certaine manière à chercher de manière objective. Je donne un exemple. Katyn. Tout le monde avait mangé son chapeau dans le mouvement communiste à partir du moment où Gorbatchev a dit nous avons tous les documents maintenant qui prouvent que ce sont les soviétiques qui l'ont fait. Vous savez, l'Union soviétique avait toujours refusé de reconnaître ça. C'est Goebbels qui avait dit c'est les soviétiques qui l'ont fait. Les soviétiques avaient toujours dit non, cet assassinat, ce crime de guerre contre les officiers polonais, plusieurs dizaines de milliers d'officiers polonais, ce sont les nazis qui l'ont fait. Gorbatchev, ça va aider à précipiter la chute de l'URSS. Dit maintenant on a tous les éléments et il se trouve que Helsinki a remis des documents prouvant cela au gouvernement polonais. Patatras, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'il y avait un tampon anachronique dans une supposée lettre de Beria à Staline demandant l'autorisation d'éliminer les partisans polonais. Et bien justement, il y a marqué KPSS, c'est-à-dire le nom que prendra, Parti communiste de l'Union soviétique, le nom que prendra le Parti communiste en 1952, un petit peu avant la mort de Staline. Sauf qu'à l'époque, où Beria a écrit cette lettre, il s'appelle VKPB. Donc il y a un énorme faux. Il y avait un député du KPRF, le Parti des communistes de la Fédération de Russie, qui lui avait fourni du matériel qui avait été remis par un officier du FSB, qui avait servi à faire un faux. C'était un officier patriote qui avait eu des remords, qui lui avait remis ce matériel. Vers les années 2000, on n'est plus dans les années 90, là dans les années 2000, on commençait à avoir un certain doute. Donc effectivement, les gens qui commençaient à avoir des doutes se sont mis à chercher. Notamment, ils s'intéressent aux fouilles de guerre. Les fouilles de guerre, c'est assez horrible, mais c'est les charniers qu'il y a eu sur le front de l'Est. Dieu sait qu'il y en a des tonnes. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a découvert un charnier SS. On sait que c'est un charnier SS, ça même les pieds anticommunistes ne peuvent pas le nier. Quand il y a des femmes et des enfants, c'est les SS. On est à 1500 km à l'ouest de là où c'était censé avoir arrivé si on suit le scénario Gorbatchev-Helsinki. On est à 1500 km à l'ouest et on trouve 2 badges d'officiers polonais, enfin de policiers polonais, censés avoir été tués à Katyn. À partir de ce moment-là, heureusement que des camarades russes, je dis des camarades parce que je crois qu'il faut quand même être camarade pour avoir l'idée de chercher, c'est bien ça. J'essaie de vous expliquer le lien qu'il y a entre objectivité historique et esprit partisan. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont plus proches de l'objectivité ont peut-être cette volonté de chercher qui fait que ça les amène des fois à trouver.
Bon, bah, évidemment, ils prennent des photos des articles, et ils gardent bien les articles, parce qu'après, les articles ne vont plus être en ligne. Après, les fouilles vont être fermées. Donc voilà, les fouilles de Volodymyr Volinsky, je crois qu'on est en 2012-2013, ou 2011, excuse-moi, j'aurais dû noter la date, elle m'échappe. Mais heureusement qu'il y a des gens qui ont effectivement noté ce qu'on avait trouvé à ce moment-là, parce qu'il se trouve qu'on a trouvé donc 2 badges d'officiers polonais. Il faut aussi savoir qu'à Katyn, on a retrouvé que le tiers en fait, des officiers et responsables polonais, on a retrouvé que le tiers, parce que normalement c'est 3 lieux d'exécution, 3 lieux de transfert, 3 lieux d'exécution et 3 lieux d'inhumation. Et donc il y en a un qui était en Ukraine, à Piatychatki, on n'a rien retrouvé. Et l'autre est en Russie, à Miednoye, on n'a rien retrouvé. Ils ont bien disparu, ils sont bien quelque part. Simplement dans la version Gorbatchev-Eltsine, la version qui est remise et dont l'authenticité aujourd'hui fait amplement débat, effectivement, on n'a rien retrouvé à Miednoye et à Piatychatki. Donc, simplement, voilà, pour vous expliquer qu'il y a une démarche qui est heuristique. Elle amène, heurisco, ça veut dire chercher. On essaie de chercher ce qui se passe. Donc, comme je vous disais, oui, il y avait un certain nombre d'ouvrages, donc comme Ludo Martins, qui mélangeaient des éléments corroborants et prenaient, disons, appui un peu sur les témoignages. Vous aviez un livre célèbre, que sans doute vous avez peut-être lu, qui s'appelait le Sayers et Kahn, un livre de 1946, qui est la version écrite, narrée des procès. J'en parlais avec Agnès Lacroix, il me disait que c'est un livre qui est, contrairement à ce qu'on peut croire, très archivistique. Il s'appuie sur de nombreux documents fournis par les soviétiques. Donc c'est à ce titre un livre assez passionnant, de 1946, et qui reprend un petit peu près les attendus des procès, et qui le met dans une narration, c'est-à-dire qu'ils essayent ils essaient d'expliquer ce qui s'est passé. D'une certaine manière, avec les Italiens, on retrouve un peu ça, c'est pour ça que c'est long, mais en même temps, il faut l'expliquer. On retrouve un peu le déroulé des événements. Ça permet un petit peu de comprendre. Sauf que, comme je vous dis, la démarche, pour ça que je parle de révolution copernicienne, on cherche des éléments corroborants dans les archives de Trotsky, dans les textes de Trotsky, dans les contradictions de Trotsky, dans des documents qui ne sont pas niables, enfin, que ne renie pas la défense dans le camp trotskiste. Je pense, si on fait un petit peu le bilan des livres, il y avait Le Sourdeau sur Staline, mon ami Cottremer, enfin, c'était un ami à nous, on l'aimait énormément. Il a fait un grand livre de philosophie, c'était un grand philosophe. Et lui, pour cette période, il parle de Troisième Guerre civile, guerre civile proprement dite, qui est une guerre étrangère, la collectivisation, et il parle de Troisième Guerre civile avec les trotskistes. Bon, l'argument qu'on pourrait aussi lui poser, c'est que les trotskistes étaient extrêmement faibles, comme je vous l'ai dit. C'est pas ça 4000 contre 724 000, c'est beaucoup plus. Il s'agit beaucoup plus de quelque chose d'une conspiration feutrée. Donc, mais voilà un peu. J'essaie simplement de placer un petit peu, de replacer un peu ce livre dans son contexte. Donc, comme je vous dis, les Italiens font la somme un peu résument un peu à plus près avec des tas d'exemples dont je ne vous ai pas parlé parce que c'est trop long. Mais donc, ils commencent par, vous l'avez tous ici. Est-ce que vous l'avez pris? Voilà. Ah, vous me l'avez rendu, c'est gentil. Mais, en fait, c'était pour que vous le lisiez, mais bon. Non, c'est des copies qui ont été faites en plus. Ah, donc vous l'avez, ouais, voilà. Oui, apparemment, tout le monde a un exemplaire. Donc, alors, on va s'y prendre comme ça. Déclaration finale de Trotsky à la commission Dewey. Qu'est-ce que c'est la commission Dewey? Dewey, c'est comme ça qu'il faut prononcer. Dewey, ouais, Dewey. Dewey si on est britannique et Dewey si on est américain. Voilà. 17 avril 1937, John Dewey était un philosophe... je crois pragmatiste, c'est pas une école de pensée qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, en tout cas un philosophe très logicien, donc à la fois bourgeois, mais pas hostile à Trotsky, et qui avait accepté, disons, de lancer une sorte de commission relativement objective. Je la trouve très bienveillante, moi, cette commission, mais bon, ça peut faire débat, mais en tout cas, elle lance une commission en avril 1937 pour défendre Trotsky, des accusations portées contre lui en janvier, si vous vous souvenez bien. Ça dure plusieurs jours. Et donc, dans la déclaration finale, c'est la 13e session, on est le 17 avril, Trotsky déclare « J'ai déclaré plus d'une fois, et je le déclare encore, que Piatakov, comme Radek, durant les 9 dernières années, n'était pas mon ami,
mais mon ennemi le plus acharné et traître, et qu'il n'était pas question de négociation et de rencontre entre nous. S'il était prouvé que Piatakov m'avait rendu visite, ma position serait gravement compromise. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a découvert John Archibald Getty? Comme je vous le disais, je vous ai donné les références où il a publié ça. Soviet Studies, en janvier 1986, il avait trouvé ça, donc forcément en 1985. Il a retrouvé le reçu de lettres expédiées à différents partisans, et notamment donc cette lettre expédiée en mars 1932 par Trotsky à Radek, son ennemi le plus acharné et traître. Archive donc Trotsky de Harvard, je vous donne même la cote, 18 Trotsky Papers, 15 821, section 17. Et vous avez la copie. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez en bas Radek, délégué russe du comité de désarmement à Genève, en Suisse. Alors, il se retrouve que dans le second procès, publié à l'époque, je précise que ça, on l'a découvert en 1985. On l'a ça en 1986. Dans le compte-rendu du procès, donc tout de suite après, publié en tout cas en 1937, Radek dit « J'ai reçu à Genève une lettre venant de Trotsky ». Alors, elle n'est pas envoyée par Trotsky, elle est envoyée par Molinier. Alors, Molinier, voilà, Molinier. Molinier, c'était le secrétaire de Trotsky. Vous en avez deux. Vous avez Henri et Raymond Molinier. Alors, qui ont fait en fait le facteur pour Trotsky. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre a été retrouvée dans les archives de Trotsky. Donc, fermée au public de 1940 à 1980. Donc, c'était bien pour le compte de Trotsky. Voilà. Alors, Henri Molinier, comme vous le savez peut-être, il appellera pendant la guerre à rentrer dans les rangs du parti, je crois que c'est Rassemblement National Populaire, de Marcel Déat. C'est-à-dire qu'avant, il fallait infiltrer les sociaux-démocrates, et après, pendant la guerre, il fallait même infiltrer les partis pétainistes, enfin, proches de Pétain. Mais c'est peut-être Raymond. Donc, je ne sais pas de quel est ce Molinier, mais en tout cas, donc, parce qu'à l'époque, Trotsky est encore à Prinkipo, et donc c'est une lettre qui est envoyée de Paris. Mais elle se retrouve bien, comme d'autres lettres, comme d'autres, il y en a d'autres comme ça, d'autres reçus de lettres, elle se retrouve bien dans les archives de Trotsky. Donc, on a ça, on avait ce que je vous ai dit, Brouet, Pierre Brouet, insoupçonnable, c'est le plus grand historien trotskiste, resté trotskiste jusqu'au bout. D'ailleurs, les trotskistes qui me disent « vous faites mentir, vous faites dire n'importe quoi à Brouet », mais pas du tout. Moi, j'ai un immense respect pour lui, pour l'historien. Voilà. On ne peut pas avoir les mêmes avis, mais son dernier livre s'appelle « Communiste contre Staline ». C'est jusqu'au bout. Pour lui, c'est... D'une certaine manière, je me demande si ce n'était pas une forme de fanatisme, mais par rapport à tout ce qu'il savait, on est d'accord. Mais je ne veux absolument pas lui faire dire le contraire de ce qu'il a dit. Simplement, voilà, vous allez voir, c'est lui qui révèle la reconstitution, parce qu'il y avait déjà Trotsky est le spécialiste ce qu'on appelle les alliances pourries. Le bloc entre lui et les inuvivistes était des gens très droitiers à l'époque, ça existait déjà dans les années 20. Là, quand ils sont 4000, ils étaient déjà alliés aux inuvivistes. Puis se réallient après, donc là, au moment où ça devient dans les clandestinités, jusqu'en 1932, Brouet, en fait, cache le fait, visiblement, parce qu'après, ça ne l'arrange pas du tout, effectivement, enfin, en tout cas, il n'en parle pas, que ça s'arrête. Pour lui, ça s'arrête en 1932, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'arrête en 1932. Ce qui est bizarre, c'est que ces Italiens sont quand même très sagaces, et moi, j'aime beaucoup leur capacité, j'ai admiré, vraiment, je me suis régalé à le traduire, j'ai admiré leur capacité quand même à aller voir dans les détails, parce qu'ils vont retrouver une note de bas de page de Pierre Brouet. En 1936, ils disent « Tiens, cet article de Radek sur la guerre d'Espagne », vous savez, la guerre d'Espagne venait de débuter, on est à l'été 1936, et cet article, en fait, est une critique en règle de la politique stalinienne. Ah, sans crier gare, on ne comprend pas, parce que normalement, pour un trotskiste, Radek est rentré dans le rang. Oui, alors, je me rends compte que je ne vous ai pas expliqué que Radek et Piatakov faisaient partie de ce qu'on appelait les capitulars. Les capitulars, c'est des gens qui avaient été trotskistes dans les années 20 et qui avaient abjuré leur trotskisme. C'était tout à fait possible à l'époque. Ils avaient perdu, ils étaient rentrés dans le rang. Et comme vous voyez, Piatakov avait fait une très très belle carrière. Et Radek était un intellectuel reconnu. Donc ils avaient fait tous deux une belle carrière. Et donc c'est pour ça que Trotsky dit c'est absolument impossible, que c'était mes ennemis les plus acharnés et traîtres. Et il disait même, Radek, je le considère, ça c'est encore une autre déclaration, comme le traître de Blumkin. Blumkin était aussi un agent trotskiste, alors que c'est ancien SR, je crois que c'est lui qui avait assassiné le comte Mirbach. Puis il était rentré dans l'appareil bolchevique. Le comte Mirbach, c'était l'ambassadeur allemand. C'est une histoire compliquée.
est convaincu justement d'espionnage pour le compte de Trotsky, fait partie des premières victimes trotskistes de la répression. Il est fusillé, mais je crois que c'est 31-32, excusez-moi, j'espère ne pas me tromper. En tout cas, c'est vers cette époque. Et Trotsky, pour lui, sa version officielle, c'est Radek qui l'a dénoncé. Radek, je ne veux plus avoir aucune... je ne peux pas avoir le moindre contact avec lui. Alors que bon, Radek dit au procès de Moscou, j'ai reçu une lettre de lui à Genève, et paf, on retrouve le reçu de la lettre. Donc, des gens avec qui Trotsky jouait double jeu, il y en a des tonnes. Quand je vous dis Sokolnikov, Preobrazhensky, tous ces gens-là, ils sont dans le même cas. Ce sont des capitulats officiellement, des taupes habiles au sein de l'appareil stalinien, montés dans l'appareil stalinien, et qui en fait travaillent pour le compte de Trotsky. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez qu'un des importants aides et secrétaires de Trotsky, c'est Léon Sedov, c'est son fils. Alors, ce qui est intéressant, c'est que alors, lui, c'est le roi des... il lui arrive des tas de hasards. Il rencontre Blumkin par hasard à Istanbul en 29. Il rencontre Smirnov à Berlin en 31. Fin 31 au début 32, il rencontre Piatakov à Berlin. À chaque fois, c'est toujours par hasard. À chaque fois, il rencontre des gens avec qui Trotsky était en lien. Et lors de son éloge funèbre, alors ce qu'il faut savoir, c'est que même les trotskistes n'accusent pas le NKVD d'avoir tué le fils de Trotsky. Je crois que c'est Soudoplatov, ou je ne sais plus quel agent du NKVD, disait de toute façon on n'avait aucun intérêt à l'exécuter, puisque justement il fallait plutôt le surveiller, c'était lui qui nous donnait le maximum d'informations. Donc c'était aberrant. Il est mort à 31 ans, en fait, d'une crise d'appendicite, mais je crois que c'est même le frère de Krivine. J'avais vu un article justement dans les cahiers Léon Trotsky qui disait que c'était tout à fait possible, parce qu'il avait connu justement le médecin qui était une catastrophe. Donc c'est possible qu'il soit mort d'une crise d'appendicite, tout simplement. Bon, comme vous dites, je ne cherche pas absolument à laver l'honneur de n'importe quel agent du NKVD, c'est pas mon sujet, mais simplement pour l'anecdote, voilà ce qu'on dit sur Sedov. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que donc Trotsky a, hélas pour lui, effectivement c'est drôle pour personne, dû prononcer l'éloge funèbre de son fils. Et c'est plutôt le contraire qui est naturel, bien sûr. Et ce qui est quand même assez drôle, on voit Trotsky n'était pas une contradiction près, parce qu'il dit Sedov semait le NKVD dans la capitale à la recherche de dans les diverses capitales à la recherche de partisans. Alors que tous les arguments de Sedov et compagnie à la commission de Douai, c'est de dire non, j'ai rencontré par hasard. J'ai oublié de vous dire, autre contradiction, Trotsky avait quand même dit en janvier 1936 nos partisans en URSS constituent la section la plus forte et la plus trempée. La plus forte. Alors qu'il passe son temps à nier le fait qu'il avait des partisans en URSS. Autre document qui est longuement analysé, qui consacre tout un chapitre. Premier procès, vous avez Valentin Holberg, accusé d'avoir voulu tuer Staline, entré en juillet 1935 avec un faux passeport hondurien, donc du Honduras, fourni par la Gestapo. Ce qui est indubitable, les trotskistes n'ont jamais nié les faits, n'ont jamais nié ça. Simplement, ils s'en sont sortis en disant qu'il s'agit d'un provocateur stalinien. Alors, drôle de provocateur parce qu'il a été récompensé par le fait d'être fusillé. Donc c'est un drôle de message envoyé aux gens qui servaient Staline, en fait, dans ce double jeu. Et surtout, là on a retrouvé tout. On a retrouvé des tonnes de lettres entre ce Holberg et Sedov, entre Holberg et Trotsky. Et il était exclu du KPD, donc du Parti communiste d'Allemagne, en 1932 pour Trotsky. Et de ce livre que je vous citais, je vous parlais on est en 2010, ils disent jusqu'à présent, aucun document document sorti des archives soviétiques n'a pu montrer que Holberg était un agent double ou un informateur stalinien. Bon, on en arrive au vol de Piatakov. Effectivement, le titre paraît un petit peu énigmatique. Le sous-titre, non, je crois que vous avez compris de quoi il s'agissait. Le titre, oui, pour le vol de Piatakov. Qui est Piatakov? Donc je vous le dis, fils d'un riche propriétaire terrien, anarchiste puis bolchevique. Il se distingue par son courage. Il faut le noter pendant la guerre civile. Trotskiste, comme je vous l'ai dit, dans les années 20, puis capitulaire, rentré dans l'appareil stalinien jusqu'à devenir donc vice-commissaire politique à l'industrie lourde.
il est si bien intégré dans l'appareil qu'il est pressenti pour faire partie du juré au premier procès de Moscou, de Zinoviev et Kamenev. Alors, en 1935, qu'est-ce qu'il faisait en décembre 1935? Pourquoi est-ce qu'il était à Berlin? C'est une histoire de fournisseur. Vous imaginez que les relations entre l'Allemagne et l'URSS sont extrêmement tendues, mais il y a toujours comme des accords commerciaux qui perdurent. Il y a quand même des rencontres techniques à faire avec différents fournisseurs industriels, etc. Et donc, après de longues tergiversations, il y a quand même une visite de Piatakov à Berlin, qui va durer un peu plus d'une dizaine de jours. Ce qu'il raconte à son procès, c'est qu'il a profité, il n'avait en fait qu'une seule journée, enfin l'espace d'une journée, il pouvait choisir laquelle, mais il n'avait qu'une seule journée. Pourquoi? Parce qu'il dormait à l'ambassade, dans des conditions compliquées, et effectivement l'ambassade était sur surveillance, enfin, il ne pouvait pas découcher, c'était inenvisageable. Il dit que en une journée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un avion de Berlin, il a rejoint Trotsky à Oslo. À l'époque, Trotsky était en exil, il n'est plus en exil en Turquie, il est en exil en Norvège. Et il rencontre donc Trotsky à Oslo, près d'Oslo, là où il habitait Hönefoss, c'est pas loin d'Oslo. Et il a rencontré, en fait, la possibilité qu'il a rencontrée, il le dit, j'ai rencontré pendant 2 heures. Pour discuter de quoi? Du fait que, effectivement, Trotsky était passé à un cap. Cette rencontre est complètement folle. Enfin, je veux dire, il a pris des risques inouïs. Hein. La seule raison, justement, ce qui explique ça, c'est que, justement, c'était extrêmement tendu entre les partisans trotskistes de l'intérieur, comme il le dit, et Trotsky lui-même, parce que Trotsky était passé à une étape supérieure. Il avait pris des contacts avec les Allemands. Et ce que disent Radek et Piatakov, c'est qu'il les a mis, en fait, devant le fait accompli. Ils en avaient discuté. Ils ont dit ne prenez pas la décision sans nous. Et Trotsky, en fait, les avait comme je vous le dis, ne leur avait pas demandé leur avis, et de toute façon, les avait mis devant le fait accompli. Le fait même, de toute façon, que Piatakov ait pu prendre cet avion à Berlin pour se rendre à Oslo, montre bien qu'il bénéficiait de la complicité des Allemands, ne serait-ce que pour avoir, donc des nazis à l'époque, on est en 1935, hein, Hitler est bien sûr arrivé au pouvoir, bénéficier de la complicité des nazis pour obtenir des visas, ne serait-ce que passer les frontières et se rendre en Norvège et revenir dans la journée. Alors, donc, on a retrouvé, grâce aux chercheurs suédois, dont je vous ai parlé, celui qui avait résolu l'affaire du Bristol, Sven-Erik Holmström, on a retrouvé le rapport de l'aéroport. Alors, le rapport de l'aéroport envoyé au ministère des Affaires étrangères norvégien. Parce que forcément, il faut imaginer l'époque, après les procès de Moscou, enfin, celui-ci, on est en janvier 1937, c'est dans toute la presse, hein. Il s'agit de savoir si Piatakov s'est bien rendu, c'est l'argument principal, est-ce qu'il s'est rendu à Oslo? Est-ce qu'il a rencontré Trotsky? Alors, il y a des provocations, ça commence comme ça. Le journal bourgeois de droite norvégien, l'Aftenposten, dit « Pas un seul avion étranger n'a atterri à Keller », c'est le 25 janvier. Wyszynski, comme vous savez, le procureur général, entre-temps se renseigne, il dit non. Alors, l'aéroport de Keller, près d'Oslo, reçoit des avions, même en hiver, ça c'est le 27 janvier. Le 29 janvier, le journal social-démocrate Arbeiderbladet interviewe Gulliksen. Gulliksen, c'est le directeur de l'aéroport, par téléphone. Je pense que s'il a fait par téléphone, c'est parce qu'il ne voulait pas trop qu'on vérifie. Et sa version, c'est un seul avion, encore une autre version, un seul avion norvégien, venu de Linköping. Linköping, c'est en Suède. Hein. Donc c'est un avion non pas étranger, puisqu'il est norvégien, mais il vient quand même de l'étranger, puisqu'il vient de Suède. Mais il n'y avait pas de passagers. Ça, c'est sa version en janvier. Et puis, on a retrouvé donc, le rapport qui a été donc, demandé par le ministère des Affaires étrangères et par les autorités aéroportuaires. Donc, on est toujours sous la direction de ce brave monsieur Gulliksen. On voit bien qu'il y a un avion en décembre. Et ce qui est fou, c'est que le chiffre est gommé, le chiffre de la date. On voit décembre, mais on voit une sorte de trou blanc, comme s'ils avaient caché la date incriminée. Et aucune indication, alors que ça faisait partie on a la demande du ministère des Affaires étrangères, on leur demandait s'il n'y avait pas de passagers. C'est complètement, cette information ne figure pas. Et comme en fait ils avaient un rapport pitoyable, c'est-à-dire une pauvre note avec en plus une note gommée, ils ont noyé ça sous une tonne d'informations. Alors vraiment ça fait des tonnes et des tonnes, avec des informations totalement sur le nombre d'avions qu'il y avait 3 mois auparavant, etc.
on voit bien qu'il y a eu mensonge, manipulation dans cette histoire pour cacher en fait la possibilité concrète d'un vol à cette époque. Autre argument très important dont on discute, vraiment les problèmes de chronologie sont importants. Quand je vous disais, Piatakov, on l'a laissé témoigner au premier procès on voulait le faire témoigner au premier procès de 1936, et là, patatras, il se trouve qu'il y a des accusés qui ont commencé à l'incriminer. Simplement, effectivement, il a été laissé en liberté. Il y a eu une première enquête, il a été laissé en liberté. Le procès date d'août et il est arrêté simplement le 12 septembre. Il faut savoir que, même chose pour Radek, c'est aussi incriminé à la même époque, arrêté le 16 septembre, 4 jours après. Alors, en quoi c'est important ? Dans le scénario totalitaire, Staline prévoit tout, tout est manipulé, il faut quand même des gens pour raconter cette histoire de vol, etc., incriminer Trotsky, il faut des preuves. Il faut quelqu'un pour témoigner. Bon, le problème, c'est que si vous commencez à faire une enquête sur quelqu'un, à dire qu'il y a des soupçons qui pèsent contre vous et vous le laissez en liberté, il y a un risque de suicide. Alors, des suicidés dans les procès de Moscou, il y en a deux. Il y en a un, c'est Tomsky, un proche de Boukharine qui va se suicider à peu près à la même époque. Et l'autre, c'est Gamarnik, c'est dans le procès des généraux. Donc ça existait concrètement, c'est une possibilité qui existait, même si ça n'avait pas lieu, mais en plus ça a eu lieu. Donc ça donne quand même un élément de preuve, c'est que sur l'absence de manipulation, a priori, parce qu'on a besoin de toute façon, dans l'hypothèse d'une manipulation depuis le départ, on a besoin d'un Piatakov qui dise « j'ai rencontré Trotsky à Oslo », puisque c'est vraiment une preuve absolue que là, il y avait une collusion avec les nazis, on a bien besoin d'un Piatakov vivant. Bon, le fait est qu'il n'est arrêté que le 12 septembre, il finira par avouer qu'en décembre, d'ailleurs. Donc voilà encore un autre argument. Et alors là, à mon avis, c'est le pompon, c'est très 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 drôle. D'ailleurs, je commençais à écrire un livre de présentation de toute la littérature soviétique qui renouvelle un petit peu la soviétologie, et le QM avait eu la gentillesse de m'inviter, je crois que c'était l'année dernière, et je les en remercie. Et je me souviens, c'était l'époque, parce que ça figure maintenant dans la deuxième édition, les trotskistes, entre-temps, depuis qu'on avait publié un livre de Grover Furr qui allait un petit peu sur ces brisés, mais qui ne concluait pas sur le vol du Piatakov, mais qui quand même apportait quand même énormément de choses, notamment sur les archives Trotsky. On avait eu un contre-feu des éditions Sileps et Page 2, éditeurs, mes confrères des éditions trotskistes. D'ailleurs, je les félicite d'avoir publié. Il faut toujours publier tous les documents. Ça, je crois que c'est bravo de l'avoir fait. Je les félicite un peu moins d'avoir incriminé les néo-staliniennes éditions d'Elga et leur tentative de manipulation, je ne sais plus quoi, parce que c'est ça qui figure dans leur introduction au volume. Un livre intitulé « Trotsky n'est pas coupable », c'est la commission de Dewey en français. Traduite pour la première fois en français, vous vous rendez compte ? C'était, je crois, 2018. Je crois que c'est 2018. Parce que j'ai eu connaissance du bouquin qu'un peu tardivement. Mais ça n'avait pas été traduit en français, c'était resté en anglais. Et donc, c'était très drôle, parce que je leur dis, vous êtes persuadés qu'avec ça, vous avez répondu. Mais, ce qui est très drôle, c'est que moi, j'avais le livre en main, et je pouvais leur répondre en citant, mais pied à pied. Mais regardez ce que raconte Trotsky à la commission Dewey. À la commission Dewey, Trotsky arrive avec un alibi, mais là, en béton armé. C'est une espèce de trek en Norvège, à ski. On sait que Trotsky ne sait pas skier, il tombe dans la neige, il y a énormément de gens qui vont le sauver, il y a quasiment énormément de gens autour de lui, et il faut le ramener. Sauf qu'il s'agit du 22. Alors il brandit en fait un journal allemand qui montre Piatakov est à Berlin. Ah oui, effectivement, il est toujours à Berlin ce moment-là. Sauf que ça ne correspond pas du tout au jour, c'est 10 jours plus tôt que Piatakov dit qu'il s'est rendu ce jour-là. En fait, il y a un problème sur le compte-rendu sténographique, donc entre la version française et anglaise, on est à un jour près. Donc on dit il est arrivé le 10 ou 11, et il s'est rendu à Oslo le 12 ou 13. C'est pour ça qu'on est sur 2 jours. Mais en tout cas, on n'est pas le 22. Donc on n'est pas pour 10 jours après. Mais le plus drôle, et c'est là où il laisse... Dans celui qui s'appelle Trotsky n'est pas coupable, il laisse quand même un témoignage accablant. Il a fait un lapsus, mais gros comme une maison. Parce qu'à un moment, Dewey, qui est quand même pas... il est pas complice. Il est bienveillant, mais il n'est pas complice. À un moment, il lui dit, mais écoutez, c'est pas le bon jour. C'était quel jour déjà ? Et Trotsky dit... et il lui dit, c'était le 10. Et
Trotsky dit non, le 11. C'est-à-dire que Trotsky montre qu'il savait très bien quel jour c'était. Et il est en train de balader en fait la commission depuis sur le 22 avec son alibi, alors qu'il sait très bien qu'il ne répond pas au bonjour. Et il va conclure dans la 13e session de la commission, il va conclure triomphalement en disant j'ai réfuté tous les arguments. C'est normal, il était le dernier à parler. Hein. Il dit qu'il a conclu. Et donc, Rossi n'est pas coupable. Les éditions Delga sont une monstrueuse entreprise, hein, comme vous le savez. Voilà. Ce qui est encore plus drôle aussi, c'est que Trotsky raconte qu'en décembre 1935, il a eu la pire fièvre de sa vie. Trotsky était soumis à de nombreuses attaques de fièvre. Et c'est le pire moment de sa vie. Il pouvait rencontrer personne. Qu'est-ce qu'on en conclut? Parce qu'il était en fait accueilli chez les Knutzen, c'est-à-dire un député social-démocrate. Et pour rencontrer Piatakov, il fallait effectivement du calme. Il ne fallait pas de témoins. Donc en fait, il tombait malade. Il s'est mis en tout cas malade. Mais ce qui est très drôle, c'est que son alibi, il raconte qu'en plein décembre norvégien, il va se mettre à faire une sorte de trek dans le Grand Nord, dans une cabane, juste après la fièvre de sa vie. Bon, ça commence à faire beaucoup, jusqu'à des choses très cocasses, hein, parce que là, ça m'amuse beaucoup. Dewey lui demande, est-ce que vous tenez un journal, le journal de l'année 35? Ah non, jamais, j'ai pas tenu le journal depuis, je crois que c'est depuis la guerre civile. Vous regardez, il existe un journal 1935. Mais comme par hasard, il s'arrête, je crois, vers août. Enfin, il ne s'arrête pas au moment où ça devient intéressant. Voilà. Donc, alors, on continue dans Trotsky, c'est à mourir de rire, finalement. Tout ce qui sort des archives Trotsky, tout ce qui sort des déclarations de Trotsky, des contradictions de Trotsky. Et quand même, des fois, il faut un petit peu lire Léon Trotsky. Lisons quand même ces 4 articles. Moi, je le dis, a priori, personne ne fait l'honneur de vouloir débattre, mais si on débat posément, autre chose du débat Trotsky-Staline. Moi, ça ne m'intéresse pas de débattre du rôle de Staline, c'est compliqué, parce que Staline a eu un rôle immense au XXe siècle. Donc, je ne vais pas répondre de tout, ce n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est vrai ou pas, ces accusations sur Trotsky. Ça, je veux bien débattre de ça. Il y a eu 4 articles, pas moins de 4 articles de Trotsky pour l'indépendance de l'Ukraine. Et ils sont écrits entre avril 1939 et septembre 1939. Trotsky se passionne pour l'indépendance de l'Ukraine entre avril 1939 et septembre 1939. Il faut comprendre quand même ce que ça veut dire, se passionner pour l'indépendance de l'Ukraine. Je ne parle pas du débat théorique entre marxistes sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On peut comprendre qu'un débat théorique ait lieu. Effectivement, tout ça est comme soumis aux intérêts du mouvement communiste international. Enfin, voilà, comme disait Lénine, le droit au divorce n'implique pas l'obligation de divorcer. On connaît tout ce débat depuis Engels sur les nationalités. C'est pas honteux en soi à un moment de dire il faudrait peut-être que l'Ukraine soit indépendante, sauf que prenez l'indépendance de l'Ukraine à ce moment-là où Hitler a déjà mangé l'Autriche, ça s'appelle l'Anschluss, c'est en 1938, la Tchécoslovaquie, l'accord de Munich de septembre 1938, il s'apprête à foncer sur la Pologne, qui est quand même frontalière de l'Ukraine. On s'intéresse quand même il s'intéresse beaucoup aux Sudètes. Les Sudètes, donc c'est les minorités en fait. Il s'appuie beaucoup sur en fait les minorités nationales pour faire ce qu'il appelle son Drang nach Osten, c'est-à-dire sa poussée vers l'est. Et Trotsky donc prend position pour l'indépendance de l'Ukraine, malgré les nationalistes. Il dit bien qu'il y a des nationalistes qui sont forts, mais il est persuadé qu'on pourra faire une révolution prolétarienne qui sera un pivot. J'ai discuté avec un historien trotskiste par mail après avoir reçu force injure. Donc c'est pour ça que je ne donnerai pas son nom parce que c'était informel. Et c'est pas son honneur. Mais alors, il me dit, vous ne sortiez qu'un argument, comme si j'avais... Je lui demandais juste de me parler de ça, mais bon, vous voyez bien qu'il y a plusieurs arguments. Et il me dit, oui, mais c'était... il avait bien compris, c'est peut-être un peu tardif, mais il a compris que l'Ukraine allait devenir un pilier, un bastion prolétarien. Donc, j'en parlais avec Annie Lacroix-Riz et elle me disait quand même, effectivement, l'Ukraine qui est travaillée par le Reich, même pas le troisième, le second, bien avant la guerre de 14. Vous lisez un livre qui s'appelle « Le Vatican, l'Europe et le Reich », vous voyez déjà tout sur à quel point l'Ukraine est travaillée. Ça fait partie du cœur, disons, de l'impérialisme allemand dans cette question. Donc c'est assez drôle. D'ailleurs, je vais faire une émission subdite avec Bruno Drewski, qui est déjà venu au QM, et qui est aussi spécialiste des régions. On va vraiment bien s'amuser. Donc,
Voilà à peu près, donc moi c'est tout à fait étonnant. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'au procès, Piatakov avait dit, vous allez voir, Trotsky va demander l'indépendance de l'Ukraine. C'était impensable à l'époque. Hein. Et ben, pourtant, c'est ce que Trotsky va faire. Moi, j'y vois, la seule chose plausible, c'était de dire que malgré le fait que ces partisans aient été découverts, parce que le fait même qu'il y ait eu les procès de Moscou montre bien que son crédit avait baissé, de toute façon, auprès des puissances occidentales, il voulait montrer qu'il était toujours une option, qu'il pouvait toujours être utile à la cause, à sa cause, en tout cas. Et puis, écoutez, il faut quand même dire Trotsky... Là, je réécoutais ce Ludo Barthes, hein, parce que je trouve qu'à l'époque, il avait quand même pas mal de bons arguments, même s'il il manquait d'informations. Et quand même, quand Trotsky raconte sur l'armée rouge, en 14 février 40, l'alcoolisme se répand dans l'intendance, c'est le chaos. 3 juillet 38, l'ivrognerie augmente aussi parmi les commandants. Il faut savoir que Trotsky a quand même son prestige d'ancien dirigeant de l'armée rouge. S'il raconte ça... On est en 38, 39, 40. S'il raconte que l'armée rouge est dirigée par une armée d'ivrognes, comme vous savez, elle l'a prouvé après en battant le fascisme en 45. Je sais pas. A priori, je pense qu'ils ont plutôt prouvé le contraire. Mais ça veut quand même bien dire, allez regarder quand même de ce côté-là, quoi. Puis toujours pareil, je ne suis sûr qu'une seule chose, le régime ne survivra pas à la guerre. Et puis le grand problème, c'est les commissaires politiques, mais la population est parfaite. C'est la population qui va se retourner contre le régime, etc. Vous savez que le premier ordre d'Hitler, quand il est arrivé sur le sol soviétique après l'opération Barbarossa, c'est fusiller tous les commissaires politiques. Parce qu'il savait que c'était les plus aptes les plus capables, en fait, tout simplement. Bon, allez, et puis toujours cette histoire que la 4e internationale, dont on ne sait pas qui sont les membres, va tout sauver, va elle toute seule. Bon, il faut quand même savoir que toute la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'URSS, la Chine, le Vietnam, la Corée, même en Europe, ce sont les communistes, et presque uniquement les communistes, qui ont porté tout le poids de la guerre, tandis que la 4e internationale n'a rien fait. Bon, enfin, dernier argument, Trotsky a l'habitude des coups tordus. Les coups tordus, je vous ai dit, les alliances sans principe. Ce qui est assez drôle, il discute aussi de ça, la fameuse ligne Chageter. Je crois qu'on est en 1923, en plein milieu de la Ruhr. Et d'ailleurs, il était avec Radek à cette époque. Il y a un nazi, un membre du parti nazi qui est fusillé par des Français pendant l'occupation de la Ruhr. Et ils font une sorte de main tendue bizarre. Bon, évidemment, on peut dire tactique, en disant pour que son sacrifice pour la patrie ne soit pas fait pour rien. Évidemment, rejoignez le camp communiste. Bon. On peut à la rigueur faire passer ça pour un choix tactique, pas très habile, mais peu importe. Bon, faut aussi savoir que la stratégie de Trotsky, après, c'était infiltrer la social-démocratie, ce qui lui a pas du tout réussi. Hein. Donc, écoutez, je pense que vous commencez à comprendre qu'il y a beaucoup d'informations corroborantes. Et au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle dans le marxisme très classique une transformation de la quantité en qualité. Je crois qu'au bout d'un moment, ça emporte l'adhésion. Les preuves s'accumulent et ces preuves, je suis désolé, ne sont pas staliniennes. Ces preuves ont un caractère objectif. Elles viennent des contradictions donc de la défense de Trotsky. J'ai encore du temps ou pas ? Est-ce que vous m'accordez 20 minutes ? Vous m'accordez 20 minutes ? Vous n'êtes pas fatigué ? Bon. J'imagine qu'on voudra peut-être débattre. Ouais. Alors je vais faire les choses très rapidement. Très rapidement. Alors, je me suis renseigné sur l'assassinat de Trotsky. C'est pas dans le livre. Pourquoi c'est pas dans le livre ? Ils disent en fait la chose qu'on aurait, si on avait voulu lui infliger un châtiment, le meilleur châtiment ça aurait été de lui faire voir la victoire de l'armée rouge en 1945. Hein. Parce que ça, il n'avait absolument pas prévu. Il disait que c'était pas possible. Et la pire peine qu'on aurait voulu lui infliger, c'était ça. Mais quand même, je me suis quand même un peu renseigné sur Ramon Mercader. Alors, quand vous lisez Georges Semprin ou alors cet anticastriste là, qui s'appelle Padura, l'homme qui aimait le chien, vous avez l'impression que Trotsky, c'est un robot. Non, excusez-moi, que Mercader est un robot, il y a une KVD qui n'a même pas d'esprit ni d'âme et qui est là simplement pour assassiner Trotsky. C'est pas exactement ça. Moi, alors, que ce soit clair, je justifie absolument pas l'assassinat politique. Puis surtout, c'est 80 ans après les faits. Et surtout, je le dis pour les jeunes, les trotskistes qui sont entre trotskistes n'ont pas idée de ça. Il n'y a aucun hitléro-trotskiste déclaré. Ou alors, je pense qu'il faut comprendre aussi. Ouais. Non, on discutera après. Donc, non, c'est important justement que je dis ça pour qu'on soit dans un climat plus serein, effectivement.
Les trotskistes qui perdurent dans leurs idées trotskistes n'ont pas idée de ça. Hein. Ou alors, il est possible qu'il y ait une minorité de gens qui se disent que le stalinisme était tellement horrible que de toute façon, tout était justifiable contre ça, y compris une alliance avec les fascistes. Sauf qu'au nom de ça, vous ne pourrez absolument... fait alliance avec les fascistes en 39, jusqu'en 41. Bon. 22 mois alors, la conférence. Bon. On parlera du pacte germano-soviétique. Alors, il y a une différence entre le pacte... Moi, la seule chose qu'on m'oppose à ça, c'est le pacte germano-soviétique. Et je pense que le pacte germano-soviétique... Donc, le pacte germano-soviétique, je pense qu'on sait tous ce que c'est. Alors, il y a une différence entre un État qui recule, qui fait une concession, de taille, je reconnais, mais simplement après presque une dizaine d'années de tentatives de sécurité collective en Europe, l'URSS se retrouve absolument toute seule, lâchée par les dites démocraties occidentales. Donc elle fait un choix, qui est un choix de reculer, effectivement. Donc ça s'appelle le pacte de non-agression germano-soviétique. Mais c'est un pacte d'État-État. C'est pas la même chose que Trotsky, qui se prend pour un État dans l'État et qui, effectivement, fait son propre... mène en fait une activité subversive au sein même de cet État, avec un autre État étranger. Ça n'est pas la même chose. Alors sinon, qu'est-ce que vous diriez de Brest-Litovsk? C'est vrai que Trotsky avait déjà critiqué Brest-Litovsk. Mais c'est exactement la même chose. Alors après, il y a un autre argument que sortent les trotskistes, c'est l'affaire Buber-Naumann. Staline aurait livré des communistes allemands à Hitler. C'est un bobard de la guerre froide. Le seul qui a fait les recherches, c'est un historien complètement objectif, absolument pas politique, qui s'appelle Wilhelm Menzing. Il s'agit de 300 personnes. Vous ne verrez pas des communistes, vous verrez simplement des échanges de prisonniers, de droit commun, et il n'y a pas eu de répression côté allemand de ces 300 personnes-là. Donc c'est un bobard. L'affaire de de Staline livrant les communistes allemands à Hitler, enfin, c'est encore l'argument qui nous sort. Effectivement, ça fait partie des histoires horrible de la guerre froide, mais c'est un bobard, purement et simplement. C'est même pas le cas de Margaret Buber-Naumann, qui n'était pas membre du Parti communiste à cette date. Vous regardez, l'article n'a pas été traduit, il faudrait le traduire, ça s'appelle Eine Morgengabe, le don du matin avec un gros point d'exclamation, parce que c'est comme ça qu'on disait, un pseudo-cadeau de Staline à Hitler. Eh bien, c'est totalement faux. Donc voilà tout ce qu'ils nous ont à nous opposer. Pourquoi ce livre n'est pas un livre de fanatiques, je tiens à le dire. Le fanatique, c'est penser qu'il y a une alliance stratégique entre Trotsky et les nazis depuis le départ. Voilà. Vous comprenez bien la différence entre stratégie et tactique. La stratégie, c'est sur le long terme, la tactique, c'est à un moment donné. Bon, ils ont bien dit tactique, c'est-à-dire à un moment, Trotsky a pensé faire alliance avec les nazis dans un but particulier. Évidemment, il y avait un argument de bon sens qui est évident, c'est que Trotsky était marxiste, Trotsky était juif, il était à des kilomètres des nazis, l'alliance est impossible, une alliance stratégique est impossible des deux côtés, de toute façon, entre Trotsky et les nazis. Donc, effectivement, une manière de ridiculiser le procès de Moscou, ça a toujours été de dire l'hétéro-trotskisme, l'hétéro-trotskisme, c'est pas ce qu'ils disent. Et après, ils essaient de comprendre, ça c'est peut-être la deuxième partie du bouquin, ils essaient de montrer quels étaient les intérêts de Trotsky, pourquoi a-t-il pensé faire ça, qu'est-ce qu'il espérait par là. Alors, il a en tête, je vais terminer là-dessus, il a en tête le fait que Lénine, pour rentrer effectivement à Pétrograd, comme vous le savez, est passé par l'Allemagne. Donc c'était pas un wagon plombé, parce qu'en fait, il n'y avait pas simplement, effectivement, personne ne venait déranger dans leur wagon, c'était ça qu'on voulait dire par wagon plombé, mais c'est vrai qu'effectivement, contrairement à ce que disent les anticommunistes, il n'a jamais été subventionné par le gouvernement allemand. Même quelqu'un comme Souvarine avait même écrit un bouquin à Souvarine, vous savez, était passé du camp occidental. Il était vraiment très, très anticommuniste. Et il a même écrit un livre à Solzhenitsyn pour dire que c'était totalement faux, que Lénine n'avait pas... Rien ne prouve que Lénine aurait reçu de l'argent, c'est délirant. Par contre, effectivement, il a obtenu le droit de passage pour pouvoir rentrer. Et Trotsky l'a panié, puisque dans l'histoire de la Révolution russe, il en parle. Et il cite même le général Ludendorff en disant voilà, on pensait qu'on gagnerait, et puis en fait, on s'en est mordu les doigts. Donc, sauf que là, effectivement, entre Guillaume II et Nicolas II, c'est quand même bonnet blanc et blanc bonnet pour les bolcheviks. Et puis, comme on sait, effectivement, justement, Guillaume II s'en est aussi mordu les doigts, puisqu'il a été renversé par une révolution aussi de type dans la foulée de la révolution d'octobre. Donc, Trotsky pense, effectivement, il a ça en tête, l'idée qu'il fait jouer sur les contradictions. Sauf que la différence, c'est que l'URSS de Staline est un pays socialiste, même Trotsky n'arrive pas à le nier,
et qu'en face, on a les pires adversaires des communistes, c'est-à-dire les fascistes. C'est pas exactement la même chose. Bon, enfin, qu'est-ce qu'espère Trotsky, malgré tout? Parce qu'on peut se dire, mais il n'est pas naïf au point d'imaginer qu'il va essayer de prendre quelque chose. Déjà, Trotsky part d'un axiome, mais ça c'est lié à sa haine de Staline, bon, ben, c'est humain, c'est que Staline est inepte et que de toute façon l'URSS va chuter. Il recrute la plupart de ses partisans, on est au moment de la famine. La famine n'a pas été volontairement créée, elle a touché en fait, tout le sud de l'URSS, elle a même touché des parties de la Pologne, qui à l'époque n'est pas dans l'URSS. Il y avait bien un grave problème agricole. Effectivement, à ce moment-là, beaucoup de gens ont commencé à douter. On est en 33-34. On a... non, pareil, excuse-moi, 31-32. 33, c'est l'arrivée au pouvoir de Hitler en janvier 33. Trotsky en profite pour incriminer Staline de nombreuses erreurs. On s'en doute à tort, mais bon, peu importe. Enfin, en tout cas, c'est là où il commence à recruter. Et son idée commence en fait à dire que de toute façon, l'URSS ne survivra pas. La seule solution pour l'URSS, c'est que lui revienne au pouvoir. Quelle est son idée? Quelle est la grande idée géostratégique en tête? Mais tout le monde a ça en tête, y compris... Alors, on sait même que Radek avait comme livre de chevet Haushofer. Alors, Haushofer, c'était le dit inventeur de la géopolitique, très proche au contraire des Allemands à l'époque. Il y a un peu il y a pas mal de dire dans ce qu'il dit, mais il y a quand même au moins une idée claire sur le... C'est que l'URSS... Bon, c'est l'idée qui est portée en l'air, mais en fait, elle est évidente pour tout le monde, donc je pense que tout le monde serait d'accord aussi. L'URSS, c'est un pays qu'on peut vaincre, mais qu'on ne peut pas occuper, enfin, qui est très difficile d'occuper, parce que c'est un pays immense, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, tout le monde comprend ça. Et l'idée de Trotsky, c'est de dire, sur une petite partie du territoire, quitte à faire des concessions territoriales, on a parlé de l'Ukraine, dans le procès, il y avait le Primorié, hein, la région maritime aux Japonais. Sur une petite partie du territoire, on peut repartir, on peut refaire la révolution, etc. C'est ça qu'il a en fait en tête. Et surtout, il se dit, ça aussi c'est logique pour n'importe quel léniniste à l'époque, il y a des contradictions inter-impérialistes, la guerre de 14 est dans tous les esprits. L'Allemagne, de toute façon, la puissance industrielle allemande va se fracasser contre la puissance industrielle états-unienne. Et il y aura de toute façon, après la victoire en gros de l'Allemagne nazie, on est dans la politique fiction, hein, après la victoire de l'Allemagne nazie sur l'Union soviétique, il y aura un affrontement, une confrontation entre l'Allemagne et les États-Unis. Et donc là, je tirerai mon épingle du jeu. Voilà, c'est sans doute ça qu'il a dû avoir en tête pour faire cela. Donc ce n'est pas évidemment parfois dans l'idéologie fasciste ou le fait qu'il serait devenu un agent stipendié du fascisme. D'ailleurs, c'est ce qui rend ces procès de Moscou intéressants, c'est qu'en fait cette contradiction, on la voit. On la voit quand on relit les procès de Moscou, c'est intéressant, on croit s'attendre à quelque chose, un tissu de mensonges, des choses les plus rocambolesques. Et en fait, on s'aperçoit que non, il y a une thèse de l'accusation qui est de dire vous êtes des vendus, vous êtes des laquais du fascisme. Et en face, des gens qui disent non, on s'est trompé. On s'est trompé, on a été mis devant le fait accompli, on était dans une impasse. Mais en fait, si on se met à la place de quelqu'un comme Piatakov, il ne pouvait pas dénoncer ses camarades non plus. Voilà, en tout cas, ça impliquait quelque chose, reculer. Il était vraiment, littéralement, dans une impasse tragique. Ces gens se sont engouffrés dans une impasse. Parce que c'est le problème aussi de la logique conspirationniste, c'est quand le chef décide de quelque chose, il décide pour tout le monde. Et Trotsky a envoyé ses troupes dans une impasse absolument tragique. Bon, aujourd'hui, la tragédie devient plus une comédie. J'espère qu'on peut se rappeler quand même qu'il y a 80 ans qui sont passés. Donc j'invite à regarder les choses quand même sereinement et surtout à se concentrer sur les faits. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.